Voilà, je vous remercie d'être venu. Je ne sais pas si on entend comme ça, oui, hein, je n'ai pas l'habitude de parler dans le micro. Je n'ai pas l'habitude non plus de parler avec un papier devant les yeux. Mes étudiants le savent, hein, donc on fait 2 exceptions, il faudra beaucoup me pardonner ce soir, mais c'est en fait Damien Darcy qu'on vient écouter et que j'ai le plaisir de présenter au nom de l'ABA, l'association belge des athées, qui avec l'école des sciences humaines et sociales de l'université de Mons organise ce cycle de conférences. C'est notre 3e conférence. On a eu Jean Bricmont sur Russell, on a eu De Corbiter sur Sartre et on a maintenant Damien Darcy sur Camus, donc 3 penseurs du XXe siècle. Alors j'ai la charge de vous présenter Damien. Il est philosophe à l'université de Mons et récemment, puisqu'il est depuis 2 ans aujourd'hui, 1er avril 2013, donc on fêtera ce soir cet anniversaire de son engagement comme chargé de cours à l'UMONS. Il est pourtant licencié en philosophie de l'université de Liège. Il a également un DEA interuniversitaire, donc de l'ULB, de l'UCL, de l'ULG en philosophie de l'art. Et il a fait sa thèse en philosophie sur le thème de la pensée contemporaine au croisement de l'esthétique et de la philosophie politique. Aujourd'hui, il est chargé de cours à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université de Mons. Alors ses recherches, elles portent sur les thèmes de l'esthétique française contemporaine, sur les théories critiques de l'architecture et sur la philosophie politique. Il a réalisé de nombreuses études sur les formes du racisme d'État, sur l'esthétique française, sur les théories critiques de l'architecture confrontées au droit à la ville et aussi sur l'esthétique comme enjeu politique. Ce n'est peut-être pas le thème de ce soir, mais si vous avez des questions à propos de cette œuvre d'art qui décore notre université, cette espèce de rivière, dit-on, de cascade, de dégueulis et que selon, de bouquins qui honore cette année spéciale pour Mons où elle est la capitale européenne de la confiture. Mais ça serait pour des questions pour Damien également. Alors, il va nous entretenir de Camus et il nous dit aussi qu'il n'est pas un spécialiste de Camus, mais c'est pas vrai. Donc je lui laisse la parole. Merci Serge. On va essayer de s'en sortir avec le micro pour commencer. Donc, merci pour ta présentation. Donc voilà, juste une ou 2 remarques introductives. C'est vrai que j'ai commencé à Bruxelles et puis à Liège pour dire que je n'étais pas spécialiste de Camus. Alors je peux continuer à dire que je ne suis pas spécialiste de toute l'œuvre de Camus, loin de là. Par contre, j'ai travaillé essentiellement donc, un ouvrage qui est Le mythe de Sisyphe. Celui-là, ça fait quand même 3 mois et demi que je suis dedans, donc normalement je peux en parler un peu correctement maintenant. Donc voilà la première remarque. Pour ce qui est des questions, donc s'il y a des questions sur la littérature de Camus, je propose qu'on y réponde, enfin on y répondra tous ensemble. Mais je vais commencer directement en montrant que le l'angle d'attaque que je vais prendre en fait pour penser les rapports entre philosophie et athéisme à partir de Camus n'est pas celui qu'on peut croire au départ. Bon, alors Camus, si vous voulez, il est le plus souvent considéré en fait, pour ne pas dire toujours, comme un penseur athée. Des philosophes par exemple comme Michel Onfray, ou différents ouvrages, et je pense notamment au dictionnaire des athées, agnostiques, sceptiques et autres mécréants, ont fini en fait par imposer cette thèse comme un constat pratiquement indiscutable. Alors c'est vrai, Camus, c'est tout le long de sa vie, a souligné tout le long de sa vie qu'il ne croyait pas en Dieu. Donc il l'a répété à de multiples reprises, je ne crois pas en Dieu. Pourtant, dès qu'on regarde un peu plus près les textes de l'écrivain, notamment d'abord le mythe de Sisyphe, mais également, et ça a de l'importance ici à mon avis, ses différentes interventions dans la presse, sa position à l'égard de l'existence de Dieu, elle me semble un petit peu plus compliquée en fait. Alors,
je commence par une série de remarques pour essayer justement de complexifier cette position, montrer que, bon, c'est pas si évident que ça de dire que Camus est athée, on va même voir qu'en fait il ne l'est sans doute pas, pour pas dire qu'il ne l'est pas, en fait. Bon. Donc, 4 remarques pour commencer, qui me permettront de casser un petit peu comme ça cette idée reçue. La première, hein, c'est la plupart des commentateurs de Camus soulignent que ces thèses sur l'athéisme sont censées être développées dans un ouvrage en particulier, à savoir le mythe de Sisyphe. Bon. Alors, il se fait que dans ce livre, Camus n'emploie pas une seule fois, pas plus d'ailleurs que dans les autres, le terme athéisme ou l'un de ses dérivés. Première remarque. Deuxième remarque, c'est que Camus a chaque fois cherché en fait à prendre ses distances par rapport à l'athéisme. Bon. Il déclarait ainsi dans une interview publiée dans le journal Le Monde en 1956, dans une tribune en fait, je ne crois pas en Dieu, c'est vrai, je le cite, hein, mais je ne suis pas athée pour autant. Je serais même d'accord avec Benjamin Constant pour trouver à l'irréligion quelque chose de vulgaire et de oui d'usé. Bon, deuxième remarque, donc Camus prend ses distances par rapport à l'athéisme. Troisième remarque maintenant, on va voir c'est encore plus surprenant, dans le mythe, l'écrivain souligne à de multiples reprises ne jamais chercher à remettre en question l'existence de Dieu. Il répétait d'ailleurs, hein, quelques années plus tard, à l'occasion d'une conférence donnée à l'invitation des frères dominicains de Maubourg-l'Autour, on peut apporter l'endroit où ça se trouve, c'est l'Autour-Maubourg d'ailleurs. Donc il répétait donc, devant ces frères-là, à l'occasion d'une conférence intitulée « Ce que les chrétiens peuvent apporter aux incroyants », qui n'était jamais parti du principe, je le cite, hein, qui n'était jamais parti du principe, donc, que la vérité chrétienne était illusoire, mais simplement qu'il n'avait pu y entrer. Ça fait une différence. Bon. Quatrième remarque, la dernière, Camus a sans cesse tenu à marquer sa grande proximité avec le christianisme, hein, c'est-à-dire avec l'enseignement, en fait, de celui qu'il appelle le Christ, qu'il faut distinguer, en fait, de la religion, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Bon. Donc, Camus a sans cesse tenu à souligner sa proximité avec le christianisme, même s'il distingue ce christianisme donc du catholicisme. À Francis Ponge, hein, notamment dans sa correspondance qu'il interrogeait en fait sur ses convictions, Camus répondait n'avoir jamais prêté d'intention méprisable à la doctrine chrétienne et sentir au contraire de nombreuses affinités avec les chrétiens qu'ils sont vraiment. Bon. Il soulignait, il pense et il s'occupe de la même chose que moi. Bon. Le lendemain de son attribution du prix Nobel, je reprends encore un exemple, mais ça permet de casser l'idée comme quoi Camus serait un penseur athée. Bon. Le lendemain de son attribution du prix Nobel, il déclarait en fait à un journaliste qui l'interrogeait sur sa relation au christianisme et sur l'éventualité de sa conversion, je le cite encore, je ne le citerai pas tant que ça, mais c'est parce qu'ici j'ai besoin de montrer que Camus vraiment ne s'est jamais déclaré athée. Donc on l'interrogeait sur l'éventualité de sa conversion et il répondait non, rien que ce mot conversion, non. J'ai conscience par contre du sacré, du mystère qu'il y a en l'homme et je ne vois pas pourquoi je n'avouerai pas l'émotion que je ressens devant le Christ et son enseignement. Je crains malheureusement que dans certains milieux, en Europe particulièrement, l'aveu d'une ignorance ou l'aveu d'une limite à la connaissance de l'homme, le respect du sacré, n'apparaissent comme des faiblesses. Si ce sont des faiblesses, je les assume avec force. En somme, Camus ne croit pas en Dieu, mais il n'est pas athée pour autant, et deuxièmement, il souligne qu'il y a une grande proximité entre cette thèse et celle du christianisme. Alors, dans ce texte, là j'essaie de développer un petit peu mon angle d'attaque sur le problème, si vous voulez. Dans ce texte, j'aimerais montrer qu'en fait, pour Camus, le problème de l'existence de Dieu est en fait un faux problème. Plutôt que d'essayer de savoir s'il est plus raisonnable d'être athée que croyant, ou inversement, hein, je vais défendre la thèse suivant laquelle, dans le mythe de Sisyphe, mais également plus largement dans ses différents écrits, le philosophe de l'absurde pose que nous ne pouvons en fait pas faire autrement que de croire, que ce soit en Dieu, en la raison ou en quoi que ce soit d'autre. L'écrivain déplace en fait, si vous voulez, le problème de l'opposition entre la raison et la foi, ou entre les athées et les croyants, à celui, justement, de la vie et d'une vie qui, pour pouvoir se vivre, est obligée, en fait, d'emprunter à la croyance. Dans cette perspective, les questions de l'écrivain ne sont pas « faut-il croire ou pas ?» et puis « pourquoi est-ce mieux de ne pas croire ?» ou « pourquoi faut-il être athée ?» Mais ces questions, c'est quoi? C'est dans un premier temps, pourquoi ne peut-on faire autrement que de croire? Et dans un second temps, à quel rapport à soi, aux autres et au monde nos croyances nous ouvrent-elles? Bon, tout ça va prendre un peu de consistance, j'espère, au cours de l'exposé. Alors en brouillant les partages traditionnels entre la raison et la croyance, hein, la philosophie de Camus va, hein, on va le voir, échapper au débat, enfin elle échappe au débat en fait qui oppose les athées aux croyants. Débat qui contribue sans doute, c'est en tout cas ce qu'il déclare à de multiples reprises, à renforcer les positions des uns et des autres. Alors il faut à mon avis garder en tête la phrase de Nietzsche, qui vite combattre un ennemi a intérêt à le garder en vie.
Bon. En sortant de ce débat, justement, Camus parvient au contraire à inquiéter chacune des deux positions, à en proposer une nouvelle lecture sans pour autant les réduire l'une à l'autre. Alors, c'est en ce sens, hein, par ailleurs, fondamental que dans le mythe de Sisyphe, à mon avis, bien que l'ouvrage s'apparente en fait du point de vue du style et du point de vue de la forme davantage à un essai qu'un ouvrage de philosophie, mais c'est en ce sens fondamental, à mon avis, que Camus est philosophe. C'est-à-dire qu'il ne trace pas la bonne route à suivre par opposition à d'autres routes qu'il jugerait mauvaises, il ne promeut pas une façon de bien penser par contraste avec une façon de mal penser, mais il cherche à questionner justement ce que nous prenons pour vrai, les voies ou les pensées que nous tenons pour bonnes. Donc voilà pour mon angle d'attaque, hein. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi Camus est athée puisqu'il déclare ne pas l'être, mais je vais essayer de penser un peu le rapport qu'il y a entre ce que Camus appelle l'absurde et la croyance. Alors le concept central de la philosophie de Camus, ça tout le monde le sait, c'est assez connu, c'est l'absurde. Alors l'absurde, c'est pas une connaissance ou un savoir, on va le voir. Mais comme je vais le montrer, ça désigne en fait un rapport à soi et aux autres plus profond ou différent du rapport qu'on a au quotidien, dans la vie quotidienne. Ce rapport, hein, donc l'absurde, il est à la base, en fait, d'après Camus, de modes d'existence spécifiques, comme par exemple ceux du philosophe ou du croyant. On va voir que les deux ne sont pas si éloignés que ça, en fait, chez Camus. Alors, avant d'interroger la façon dont l'absurde détermine ses manières de penser et de vivre, hein, il faut comprendre la spécificité de l'absurde. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'absurde? Quel rapport à soi et aux autres, et au monde, hein, même plus largement, est-ce que ça désigne? Donc, je commence. Au quotidien, si vous voulez, pour Camus, notre vie, elle est la plupart du temps prise dans un tissu d'habitudes. Et ces habitudes, en fait, elles nous commandent, elles nous dictent nos pensées, nos gestes, nos comportements, ne serait-ce qu'en nous fixant, par exemple, un ensemble de tâches à accomplir. Travailler, faire ses courses, aller chercher les enfants à l'école, etc. Ces tâches, en fait, nous enchaînent au lendemain. On se projette sans cesse dans l'avenir, et cette projection, elle confère, en fait, à notre vie un sens au moins pragmatique. Je dois faire telle chose pour demain, préparer telle conférence, etc. Bon. Donc, première chose, c'est quoi? C'est dans la vie quotidienne, d'accord? On est perpétuellement, comme avancé sur le présent. Tout un ensemble de stages font que la vie a du sens pour nous. On n'a pas besoin de se poser la question du sens de la vie. On est toujours déjà dans la vie, d'une certaine manière, et cette vie a du sens. Aller chercher les enfants à l'école, etc. Bon. Donc, première chose, toujours avancer sur un présent qui confère du sens à notre vie. Alors, dans ce quotidien, deuxième chose, souligne Camus, on se rapporte au monde de manière naïve ou spontanée. On ne remet jamais le monde en question, si vous voulez. Les choses, elles sont là comment? Elles sont là comme les prolongements nécessaires, en fait, à nos pratiques. Le supermarché nous permet de faire nos courses, l'école d'éduquer nos enfants, la forêt de nous promener, la ville de flâner, de nous distraire. Bon. Le monde, si vous voulez, dans l'attitude quotidienne, dans la vie quotidienne, c'est comme le décor familier à l'intérieur duquel nos existences se déroulent plus ou moins sereinement. En somme, la vie quotidienne, si vous voulez, décrite par Camus, elle est tournée vers l'avenir, elle est pragmatique et elle est irréfléchie. On ne s'y met pas plus en question qu'on y met en question le monde. Et pourtant, c'est comme ça que Camus amène l'absurde, et pourtant, justement, souligne Camus, il arrive, je le cite, que les décors s'écroulent. Lever, tramway, 4 heures de bureau d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil, et lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, précise-t-il, le pourquoi s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'écœurement. Alors ce pourquoi, justement, qui vient tout troubler, on va le voir, ce pourquoi, il ne s'élève pas par hasard. Au contraire, il prolonge certaines expériences qui viennent fissurer ou rompre justement ce quotidien, notre vie quotidienne. Camus décrit ainsi une série d'événements qui chaque fois, à leur façon, nous tirent, on peut dire ça comme ça, des événements donc, qui nous tirent en fait du quotidien. Je retiens 3 événements. Bon. Camus décrit d'abord le cas d'un jeune homme qui fête ses 30 ans. Bon, ça pourrait être moi, même si je suis un tout petit peu plus vieux quand même. Mais pas beaucoup plus. Bon. Première expérience, donc, Camus décrit le cas d'un jeune homme qui fête ses 30 ans. Jusque-là tendu vers l'avenir, justement, tout entier occupé, par exemple, à se construire une situation, ou plus simplement tout entier à son travail, ce jeune homme s'éprouve d'un coup dans le flot du temps, ce temps l'emportant sans résistance possible vers sa fin. Ce jeune homme, en fait, il voudrait maintenant arrêter le temps, retrouver des moments qu'il a trop souvent laissé filer. Il leur confère maintenant une importance terrifiante, celle d'un passé révolu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les lendemains sur lesquels ce jeune homme construisait sa vie, lui apparaissent désormais comme l'horizon de sa propre mort. Bon. Première expérience, donc l'expérience du temps. Ça veut dire un temps dans lequel on était, et puis d'un coup on s'éprouve dans ce temps justement, et on comprend que ce temps, il nous emmène sans résistance possible vers notre fin. Deuxième expérience maintenant, Camus raconte en fait l'expérience qui survient, et ça nous est arrivé à tous, qui survient au promeneur lorsque d'un coup le paysage dans lequel il se promène se fait étrange. Ce paysage n'est plus là, si vous voulez, comme le décor familier, mais il devient comme une réalité autre, différente, inhumaine, pourrait-on dire. Bon. Alors, dans le film La Ligne Rouge, pour ceux qui connaissent un peu le cinéaste Terrence Malick, Terrence Malick donne l'une des images les plus parfaites, justement, de cette expérience. Il nous montre quoi dans La Ligne Rouge? Terrence Malick, il montre en fait des hommes qui se battent pour une colline du Pacifique, au milieu d'une nature qui semble exister, comme si cette guerre n'avait pas lieu. Alors le promeneur, qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait en fait l'expérience de l'étrangeté et de l'indifférence du monde. Le monde, il est là, mais il est inhumain. Il n'a plus rien à voir avec nous. Il n'a rien à voir avec nous. Il est absolument indifférent à ce que nous sommes. Enfin, Camus décrit une dernière expérience. Alors, c'est celle qui nous frappe et qui nous frappera tous, par ailleurs, et c'est sans doute la plus dure, c'est celle de la mort d'un proche. Bon. Alors, il ne s'agit évidemment pas de dire pour Camus qu'on peut se mettre à la place de celui qui meurt. Ça, c'est une construction de l'esprit. On ne peut pas vivre la mort à la place de quelqu'un d'autre. Par contre, la mort, la disparition d'un proche, elle nous confronte d'une part au temps, ça veut dire à la certitude quasi mathématique, écrit Camus, que notre vie a une fin, d'accord? Et d'autre part, à l'étrangeté du monde, ici d'autant plus intensément, d'autant plus horriblement, en fait, on pourrait dire, que ce monde a la forme d'un corps. Tout qui s'est en fait trouvé un jour face à un corps sans vie, sans bien, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il y manque quelque chose comme une âme. Un corps mort, en fait, comme la nature dont il était question plus haut, ça a quelque chose d'inhumain, dit Camus. Bon. Alors ces expériences du temps et de l'étrangeté du monde, ou plus fondamentalement la certitude que nous allons mourir, créent un écart, si vous voulez, entre l'homme, sa vie et le monde. Et c'est dans cet écart que vient émerger justement un pourquoi. Alors que le quotidien conférait à notre vie et au monde un sens au moins pragmatique, d'accord, ces trois expériences, elles le leur retirent. Elles nous sortent du quotidien et elles nous placent devant la vie, devant le monde, comme face à un désert. On est comme étranger à nous-mêmes et au monde, d'accord? On se demande pourquoi on vit, on se demande ce qu'on fait là, dans ce monde, que nous sommes certains de devoir quitter. Dans ce cas, on éprouve ce que Camus appelle l'absurde. Désolé. Alors, il faut immédiatement préciser que pour Camus, c'est pas l'homme qui est absurde, pas plus d'ailleurs que c'est le monde. D'accord? Une chose, en fait, n'est jamais absurde en soi. Et ici, c'est important. Donc là, on a eu le premier moment où on fait l'épreuve de l'absurde. D'accord? L'épreuve du temps, l'épreuve de l'étrangeté du monde, et l'épreuve de la mort, on ne peut pas dire ça comme ça, mais on va dire, voilà, la mort d'un proche. Voilà. Ces trois expériences, chaque fois, d'accord, on y fait l'épreuve de l'absurde. Après, dit Camus, maintenant, une fois qu'on l'éprouve, il faut pouvoir essayer de le penser. Et là, donc, c'est assez important. Donc, c'est pas l'absurde, il n'est pas dans l'homme, il n'est pas non plus dans le monde, d'accord? Une chose, dit Camus, n'est jamais absurde en soi. Elle est absurde, en fait, chaque fois par comparaison avec une autre. Et Camus reprend, en fait, un ensemble d'exemples qui sont, en fait, assez triviaux, là, pour une fois, parce que c'est pas quelqu'un qui est très rigolo dans le mythe de Sisyphe, mais bon, soit. Et Camus prend l'exemple, par exemple, d'un homme seul, armé d'un couteau, qui tente de défaire un groupe de mitrailleuses, d'accord? Donc, il a un couteau, il veut aller vaincre un groupe de mitrailleuses lourdes. Donc Camus me dit, cet acte-là, il est absurde. Pourquoi est-ce qu'il est absurde? Parce que précisément, il y a une disproportion, si vous voulez, entre l'intention de cet homme, je suis armé d'un couteau et je vais défaire le groupe de mitrailleuses, et le destin qui l'attend, à savoir se faire massacrer. Bon. Deuxième exemple, c'est quand je dis d'un mariage qu'il est absurde, je souligne en fait que tout oppose les deux personnes qui vont s'unir. Alors maintenant, si j'en reviens à mon problème, Camus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y a aucun sens donc à poser que l'absurde serait dans l'homme ou dans le monde. À bien y regarder, en fait, nous dit-il, l'absurde caractérise la comparaison, ici sous la forme d'une confrontation ou d'une contradiction entre l'homme et le monde, d'accord? Donc l'absurde c'est quoi? C'est l'opposition, la confrontation, la contradiction entre deux natures différentes, en fait, d'un côté l'homme, de l'autre côté le monde. Alors, d'un côté,
L'homme d'abord, hein, nous dit Camus, l'homme il est doué de raison, d'accord? Il est doué de raison. Bon. Et Camus ne définit pas simplement cette raison comme une capacité intellectuelle, comme si l'homme, par exemple, était quelque chose de substantiel qui disposait en plus d'une raison qui lui permettait de compter, d'écrire ou de parler. Au contraire, cette raison, dit-il, c'est une volonté, c'est un désir. Et ce désir, il est désir d'ordonner, désir de comprendre, il est désir de sens. Je cite Camus, je le cite un peu de temps en temps, mais c'est parce que Camus écrit vraiment bien. Quels que soient donc les jeux de mots et les acrobaties de la logique, comprendre, c'est avant tout unifier. Le désir profond de l'esprit, même dans ses démarches les plus évoluées, rejoint le sentiment inconscient de l'homme devant son univers. Il est exigence de familiarité, appétit de clarté, désir de sens. Bon. Donc, d'un côté, on a l'homme, il est habité par une volonté de raison, il cherche en fait inlassablement à donner sens à la vie et au monde. D'accord? De l'autre côté, maintenant, on a quelque chose qui est d'une autre nature, à savoir le monde. Et ce monde, nous dit Camus, il est étrange et inhumain. L'homme peut bien sûr, hein, dit Camus, décrire ce monde, les objets ou les corps qui le peuplent, hein, mais il est incapable, en fait, d'y découvrir une raison d'être. Je cite à nouveau Camus, parce que c'est une belle phrase. « De qui ou de quoi, en effet, puis-je dire « je connais cela » ? Ce cœur en moi, je puis l'éprouver, et je juge qu'il existe. Ce monde, je puis le toucher, et je juge encore qu'il existe. Là s'arrête toute ma science, le reste est construction. Je comprends que si je puis par la science saisir les phénomènes et les énumérer, je ne puis pas pour autant appréhender le monde. Quand j'aurai suivi du doigt son relief tout entier, je n'en saurai pas plus. Bon, voilà la citation. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette citation? Elle nous dit que le monde est sans raison. L'homme sait qu'il y a un monde, il voit ce monde, il touche ce monde, il circule dans ce monde, d'accord, mais il ne peut pas savoir en fait pourquoi il y a un monde plutôt que rien. Aussi, l'idée de Camus, c'est qu'il y a dans toute expérience que l'homme fait du monde, des objets donc, ou des corps qui le peuplent, hein, ce qu'il appelle un résidu irrationnel, quelque chose que l'homme ne peut pas penser, qui lui échappe, qui n'a pas de sens, d'accord? En somme, si vous voulez, l'homme est d'une autre nature que le monde. Le premier, l'homme n'est rien sinon volonté de raison. Le deuxième, le monde, est sans raison. Alors tout le problème, on le devine chez Camus, vient évidemment de cette opposition. L'absurde, ça désigne quoi? Ça désigne très précisément, en fait, la confrontation entre, d'un côté, notre appétit de clarté, et de l'autre côté, le silence déraisonnable du monde. Ou autrement dit, entre, d'un côté, notre volonté de raison, et de l'autre côté, l'irrationnel, d'accord, auquel elle se confronte. Il serait plus facile, évidemment, dit Camus, que l'homme soit une fourmi, un arbre ou une pierre. Pourquoi ce serait plus facile? Parce que dans ce cas, l'homme ferait partie de ce monde. Il ne ferait plus qu'un avec lui. L'unité serait réalisée. La question du sens, en fait, ne se poserait même plus. Bon. Inversement, si l'homme reconnaissait que l'univers, lui aussi, peut aimer, souffrir, penser, il serait réconcilié. Mais ce n'est pas le cas. L'homme se demande pourquoi il vit, hein, quel est le sens de la vie, le sens de ce monde, mais le monde, en fait, ne lui répond pas. Bon. L'absurde est ainsi, paradoxalement, le seul lien entre l'homme et le monde. Mais ce lien, donc, il est paradoxal. Il scelle l'homme au monde comme seule la haine, écrit Camus, peut river les êtres. Le lien entre l'homme et le monde, si vous voulez, il est à l'image d'une lutte ou d'un affrontement sans solution, donc sans espoir, d'accord? On essaie de trouver du sens dans un monde qui ne peut pas nous en donner. Bon. En ce sens, hein, puisque l'absurde, c'est une lutte permanente pour donner du sens, mais une lutte où on sait qu'on sera vaincu de toute façon. L'absurde, c'est pas une connaissance, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on peut connaître, qu'on peut étudier, comme on étudie par exemple tel ouvrage de littérature. L'absurde, au contraire, c'est un état, ou c'est une condition que Camus appelle, ou désigne plutôt comme condition humaine. Alors je le recite une fois. Dans cet univers indéchiffrable et limité, le destin de l'homme prend désormais son sens. Un peuple d'irrationnel s'est dressé et l'entoure jusqu'à sa fin dernière. Pour Camus, la plus belle image de cette condition humaine, c'est Sisyphe. Bon, donc là, il n'y a pas de surprise. Dans la mythologie, Sisyphe, c'est celui qui est contraint de pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Mais cependant, la pente de la montagne est telle que Sisyphe ne parvient jamais à amener le rocher jusqu'au sommet. Le rocher descend sans cesse à ses pieds. Bon, comme Sisyphe, on pourrait dire ça comme ça, l'homme affronte sans cesse le monde. Il lutte pour lui donner du sens, il cherche une vérité, mais ce sens ne tient pas. Il s'effondre, il s'effrite, il se défait, et tout est chaque fois à recommencer. Bon, voilà pour
la première partie, pour essayer de poser un peu le décor, hein, donc ce que c'est que l'absurde. L'absurde, c'est ça. C'est la confrontation qui existe entre l'homme qui a désir de sens et un monde qui n'en a pas. D'accord? Bon, je passe maintenant alors, au deuxième point de mon exposé. Ça va, c'est clair jusqu'à présent? Oui, je ne vais pas trop vite, on ne sait jamais. Donc je passe maintenant au deuxième point de mon exposé, que j'ai intitulé « Affirmation et négation de l'absurde », juste pour une raison toute simple, c'est que Camus va se demander si, évidemment, il est possible de pouvoir vivre avec cette condition, si on peut supporter la condition humaine, en fait. Alors, l'absurde, justement, ou la condition humaine, elle a quelque chose d'absolument insupportable. L'homme conscient de l'absurde, hein, sait que sa vie est et sera à jamais sans raison. Il n'a plus qu'une certitude, en fait, l'homme confronté à l'absurde, c'est que cette vie, dépourvue de sens, s'achèvera, en fait, par sa mort. D'accord? Camus ne dit pas qu'il n'y aura plus rien après, il dit pas ça, il dit simplement on peut montrer que sur Terre, en tout cas, on ne sera plus là. Il n'y a qu'à aller voir à quoi on va ressembler après, donc, tel quel, en tout cas, on ne survit pas. Donc la seule certitude qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est que cette vie, elle n'a pas de sens, et en plus de ça, elle a une fin. Bon. Alors face à ça, évidemment, cet homme, il est saisi par quoi? Par l'angoisse et le désespoir. Ces passions déchirantes, dit Camus, ne lâchent plus. Il va plus loin, elle constitue, dit-il, et il reprend en fait Heidegger, bon, voilà, s'il y en a que ça intéresse, ça vaut la peine d'aller lire Heidegger aussi, elle constitue, donc l'angoisse et le désespoir constituent, dit Camus, le climat perpétuel de l'homme lucide. Donc, cette condition, l'absurde, ça a quelque chose d'insupportable. Et pourtant, dans le même temps, hein, dans cette confrontation à l'absurde, l'homme s'éprouve en fait tout entier comme un homme. Il n'est en quelque sorte plus rien d'autre qu'un homme, d'accord? Donc, la question de Camus, c'est quoi? C'est pas Camus, il se demande en fait simplement s'il est possible de penser et de vivre sans nier l'absurde, sans chercher à s'évader de cette condition humaine, ou d'une certaine façon, s'il est possible en fait de supporter l'insupportable. Je le lis ici. Si je tiens pour vrai cette absurdité qui règle mes rapports avec la vie, si je me pénètre de ce sentiment qui me saisit devant les spectacles du monde, de cette clairvoyance que m'impose la recherche d'une science, je dois tout sacrifier à cette certitude et je dois les regarder en face pour pouvoir les maintenir. Surtout, je dois leur régler ma conduite et les poursuivre dans toutes leurs conséquences. Je parle ici d'honnêteté. Mais je veux savoir auparavant, écrit-il, si la pensée peut vivre dans ces déserts. C'est en effet une chose hein, d'éprouver l'absurde, d'accord? Un temps, un moment, c'en est une autre de savoir si on peut vivre avec, le maintenir à chaque instant. Bon. À suivre Camus, c'est très précisément au moment en fait, où l'homme fait l'épreuve de sa condition comme d'un insupportable, hein, le fait qu'on est là à chercher du sens dans un monde qui n'en a pas, qui ne nous répond pas. Donc c'est très précisément au moment où l'homme fait l'épreuve de sa condition comme d'un insupportable, au moment donc où il est tout entier à lui-même, donc en fait, on pourrait dire ça à l'extrême limite de l'effondrement, hein, que tout se joue. Camus écrit, l'homme ne choisit pas. En pesant bien les mots, il s'agit uniquement d'une question de chance, il faut savoir consentir à l'absurde. Autrement dit, si vous voulez, confronté à l'absurde, l'homme a en quelque sorte deux voies qui s'ouvrent à lui. La première, c'est il va consentir à sa condition, ou au contraire, c'est la seconde, il va chercher à la nier, à s'en évader. Le philosophe, mais Camus pourrait également dire l'artiste, emprunte la première voie, le croyant emprunte la seconde. Bon. Alors, donc opposition philosophe-croyant, d'accord? Donc confronté à l'absurde, hein, confronté à l'insupportable d'une certaine manière, la thèse de Camus, c'est que le philosophe il va parvenir à supporter l'insupportable, pour en faire autre chose, on va le voir. Le croyant, au contraire, il va chercher à s'en évader. Chercher à s'en évader, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'en évade vraiment, on va le voir. Bon. Alors, le plus souvent, les lecteurs et les commentateurs de Camus, ils opposent en fait strictement le philosophe au croyant. Pour faire bref, si vous voulez, si le philosophe et le croyant ont tous deux découvert l'absurde, le premier serait capable de penser et de vivre en le préservant, contrairement au second, hein, qui, incapable de supporter le poids de sa découverte, la nierait en fait en retrouvant du sens et des raisons d'espérer dans la promesse d'une vie après la mort. Pour le formuler autrement, le philosophe y parviendrait à rester fidèle à sa condition, il demeurerait fidèle à sa condition, d'accord? Le croyant, au contraire, la perdrait en s'oubliant tout entier dans l'illusion d'une autre vie à venir hors de ce monde, d'accord? Dans ce que Nietzsche, en fait, appelle un arrière-monde. Alors, il me semble toutefois, donc ça c'est la lecture classique de Camus, d'accord? L'opposition, le philosophe c'est celui qui parvient à supporter l'insupportable, le croyant c'est celui qui ne parvient pas, qui la nie, qui s'invente une autre vie, etc. pour pouvoir vivre. Bon. Il me semble toutefois, en fait, et qui du coup perdrait l'absurde, hein,
Il me semble toutefois justement que cette lecture-là, elle fait violence aux thèses de Camus, pour ne pas dire en fait qu'elle passe complètement à côté. Après avoir souligné que le philosophe et le croyant ont une découverte commune, Camus ajoute immédiatement qu'ils y sont à jamais liés. Aucun des deux, écrit-il, ne s'en défait. Bon. Par conséquent, il me semble difficile d'affirmer à propos du croyant qu'il romprait avec l'absurde ou qu'il trouverait le moyen effectif, si vous voulez, de rompre avec cette condition humaine. Du coup, plutôt que d'opposer en fait strictement, mais l'adverbe strictement a ici toute son importance, on va voir qu'on ne peut pas rabattre le philosophe sur le croyant quand même, mais plutôt que d'opposer strictement le philosophe au croyant, je vais essayer de montrer ici comment, selon Camus, il préserve tous deux l'absurde, mais en empruntant des voies différentes, l'une affirmative, l'autre négative, on va voir. Alors, dans le mythe de Sisyphe, là, c'est pour la forme que je dis ça, Camus, il analyse d'abord la figure du croyant, et puis celle du philosophe. Pour des raisons de clarté, je vais procéder de manière inverse, mais je pourrais revenir là-dessus, si vous voulez, dans les questions. Alors, première figure donc, du rapport à l'absurde, d'accord, c'est celle du philosophe. Le philosophe, donc, c'est qui? C'est celui qui consent à sa condition, qui consent à l'absurde, qui affirme l'absurde. Bon. Alors, consentir à sa condition, consentir à être un homme, en fait, puisque c'est pas facile d'être un homme, c'est ça l'idée de Camus. Donc consentir à sa condition, consentir à être un homme, cela signifie en fait chez Camus quelque chose d'un peu particulier. Ça signifie qu'il faut maintenir la lutte, l'affrontement, la tension, si vous voulez, qui existe entre la raison et l'irrationnel. Il faut, dit Camus, se tenir le plus souvent possible face au monde, faire vivre l'absurde, cette épine qu'on a au cœur. En ce sens, consentir à sa condition implique d'abord de refuser en fait les portes de sortie ou les formes d'évasion qu'on nous propose. Alors ces formes d'évasion, j'en retiens 3. Qui sont en fait assez connus. La première forme d'évasion, c'est quoi? Donc une fois qu'on est face à l'absurde, c'est le retour au quotidien. Le quotidien, il est ordonné pour que prenne naissance cette paix empoisonnée, celle de l'insouciance, celle du sommeil du cœur. Revenir au quotidien, ça équivaut un peu, si vous voulez, à, d'une certaine manière, réaliser, ou au moins tenter de réaliser le fantasme évoqué plus haut d'un devenir pierre, arbre ou fourmi. L'homme au quotidien, écrit Camus, et il y a vraiment un mépris dans le mythe de Sisyphe pour le quotidien, l'homme au quotidien, écrit Camus, est comme une fourmi dans la fourmilière. Bon. En gros, il n'a pas besoin de se poser la question du sens, puisque tout lui est déjà donné. C'est ce qu'on a vu au début. On peut avoir envie de revenir au quotidien quand on est confronté à l'absurde. Première forme d'évasion, donc, premier échappatoire, on pourrait dire ça comme ça, c'est le retour au quotidien. Le deuxième, c'est quoi? Maintenant, la deuxième forme, en fait, la deuxième forme d'évasion, c'est celle que nous proposent en fait les prêtres et les prophètes, avec ou sans Dieu, souligne Camus. On peut être un prêtre ou un prophète rationaliste ou déiste. Alors qu'ils soient rationalistes ou déistes, les prêtres et les prophètes proposent à l'homme de retrouver un sens, et ce faisant, justement, ils suppriment l'absurde. Les rationalistes, c'est l'exemple que prend Camus. Alors ça peut sembler bizarre, parce que dans le mythe de Sisyphe, tant l'idée que la Camus athée s'est imposée, on se dit, tiens, c'est à Dieu qu'il en a. En fait, dans le mythe de Sisyphe, il l'écrit donc à plusieurs reprises, ceux à qui il en a le plus, c'est d'abord c'est le rationalisme. Alors évidemment pas tous les rationalistes, je suis philosophe, je suis quand même un peu rationaliste, je l'espère, mais c'est cette idée d'une raison qui est omnipotente, omnipuissante, etc. Donc les rationalistes, les prêtres rationalistes, Camus, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront à l'homme confronté à l'absurde, justement, qu'il lui suffit d'attendre, d'accord, que la raison progresse, qu'elle finira bien par éclairer l'obscurité dans laquelle il se débat. En somme, les prêtres rationalistes, ils proposent à l'homme confronté à l'absurde d'avoir la foi dans la raison. Alors, si l'homme parvient à refuser la tentation du quotidien, il y a une troisième forme, évidemment, vous la connaissez normalement toute. La troisième forme d'évasion, c'est laquelle? C'est la plus dure, c'est la plus atroce, c'est le suicide, en fait, simplement. Le suicidé, c'est celui qui ne parvient pas à revenir au quotidien. Il n'a plus la possibilité de revenir au quotidien. En même temps, il ne parvient plus non plus à supporter l'insupportable, même en le niant par la pensée. On va le voir que c'est ce qui se passe avec le croyant. Même, il ne parvient donc plus du tout à supporter l'insupportable. La seule voie qui s'offre à lui, c'est quoi? C'est de se supprimer, tout simplement. Bon. Donc, 3 formes d'évasion, le retour au quotidien, d'accord, les voies que nous proposent les prêtres et prophètes en tout genre, et la troisième, c'est le suicide. Bon. Alors si l'homme parvient justement à refuser la tentation d'un retour au quotidien, s'il parvient à se révolter contre les prêtres et les prophètes, et s'il parvient à éviter le suicide, cet homme peut alors découvrir, écrit Camus, dans l'impuissance de la raison elle-même à conférer un sens à la vie et au monde,
en même temps qu'un nouveau champ à l'intérieur duquel cette raison est efficace, un nouveau pouvoir de la raison. Ce nouveau champ, d'accord, ce nouveau champ d'exercice de la raison, ce nouveau champ d'application de la raison, ce n'est plus évidemment celui de la vérité, de l'objectivité, d'un savoir universel qui pourrait s'imposer à tous, hein, mais c'est celui, écrit-il, de l'expérience humaine. L'homme absurde sait qu'il n'a pas accès au sens, au principe des choses telles qu'elles existent indépendamment de lui, mais il en fait néanmoins l'expérience et il peut alors en proposer une interprétation. Autrement dit, si vous voulez, pour Camus, l'absurde ne signifie pas que la raison soit absolument inefficace. Au contraire, l'absurde, il trace les contours, si vous voulez, pour celui qui parvient de nouveau à donc, ne pas revenir au quotidien, évacuer les formes d'évasion que lui proposent les prêtres et les prophètes, et éviter le suicide. Celui-là, il va réussir en fait à trouver dans l'impuissance de la raison une nouvelle puissance, un nouveau pouvoir, une nouvelle force, sans doute plus grande que toutes les autres. Donc l'absurde, d'accord, il ne congédie pas d'un coup la raison, il ne dit pas la raison est inefficace, simplement il trace les contours d'un nouveau champ à l'intérieur duquel cette raison peut s'exercer. Et ce champ, c'est quoi? C'est celui de l'interprétation, c'est celui de l'invention, en un mot, c'est celui de la création. D'accord, bon. En consentant à l'absurde, en consentant à sa condition d'homme, la raison fait en fait l'épreuve de son pouvoir, de son nouveau pouvoir. Elle se découvre créatrice, l'homme dans le même temps se fait philosophe ou artiste. Alors, dans ce déplacement de l'exercice, donc ça va, c'est clair, cette idée, parfait. Donc, merci. Dans ce déplacement donc, de l'exercice de la raison, du champ de l'objectivité à celui de l'interprétation ou de la création, le philosophe va trouver en fait le principe d'une libération. D'accord ? C'est vraiment l'idée. C'est que le philosophe, il parvient à faire quoi ? C'est-à-dire qu'il va parvenir à renverser, à transfigurer l'insupportable. Ça veut dire que ce qui était source d'angoisse et de désespoir va devenir source de la plus grande des joies. Bon. C'est un peu nietzschéen en fait, là-dessus on ferait raison. Voilà, le philosophe il peut trouver justement ici donc le principe d'une libération dans ce déplacement donc de la raison du terrain de l'objectivité à celui de l'interprétation et de la création. Alors cette libération elle consiste essentiellement en deux choses. Premièrement, parce que plus rien n'a de sens, plus aucun principe ne permet de distinguer les choses qui peuplent le monde en conférant par exemple à certaines choses plus de sens qu'à d'autres. D'accord ? Le philosophe, d'une certaine manière, il n'a plus rien à faire des catégories qui jusque-là permettaient de classer et hiérarchiser les choses. Il y avait des choses plus importantes que d'autres, des choses dignes d'intérêt et d'autres moins dignes d'intérêt, etc. Justement, à partir du moment où plus rien n'a de sens, il n'y a plus rien qui permet de distinguer ces choses. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que justement, ce philosophe, il peut dès lors faire de chacune des choses, de la plus infime à la plus grande, le lieu d'une attention privilégiée. Camus écrit, et c'est vraiment une très belle phrase, « La pétale de rose, la borne kilométrique ou la main humaine ont alors autant d'importance que l'amour, le désir ou les lois de la gravitation. » Donc première chose, c'est à partir du moment où l'homme consent à l'absurde, chaque chose peut devenir le lieu d'une attention privilégiée. Il n'y a plus de choses qui valent davantage qu'une autre. Deuxième chose maintenant, parce que ces choses justement n'ont pas d'autre sens que celui que le philosophe leur prête lorsqu'il en fait l'expérience, ce sens, il peut maintenant en fait renaître en chacune d'elles. Et je cite cette phrase encore de Camus qui est à mon avis une des plus belles du livre. « Dans l'univers soudain rendu à son silence, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'élèvent, appel inconscient et secret, invitation de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de la victoire pour l'homme qui se confronte à l'absurde. Puisque rien n'a un sens objectif, en fait, tout peut désormais en avoir. » Le philosophe découvre ainsi, écrit Camus, une nouvelle attitude pour connaître. Conscient de l'absurde, il ne s'abîme plus dans la tentative de donner du sens au monde, mais il cherche maintenant au contraire à le réinventer, à le recréer en chaque chose dont il fait l'expérience. En somme, le monde du quotidien était unifié, cohérent, plein de sens, mais en fin de compte d'une triste pauvreté. L'absurde l'a un temps transformé en désert, ce monde, d'accord ? Et l'absurde le fait maintenant renaître, il le peuple en fait d'une incroyable profusion d'objets. Alors ce monde qui renaît, ce monde renaissant, justement, il ne supprime pas l'absurde, au contraire. Sa richesse est telle, souligne Camus, qu'elle est inépuisable, qu'elle est encore absurde. Bon.
Cependant, justement, dans cette espèce de monde qui renaît, qu'est-ce qui se passe aussi? L'angoisse et le désespoir, si vous voulez, qui saisissait d'abord le philosophe, se transforme maintenant en joie, en un projet joyeux, celui d'explorer et d'épuiser tout ce qui lui est donné à penser. Le philosophe n'a d'une certaine façon plus qu'une seule limite à sa raison créatrice, c'est la certitude de sa mort. Sauf que c'est précisément cette certitude de sa mort qui lui ouvre ce nouveau monde, cette Amérique, on pourrait presque dire. Alors, bon, donc voilà pour la libération de la pensée, hein, donc c'est toute chose peut-être le lieu d'une attention privilégiée, en plus le sens qui avait disparu, et qui a toujours disparu, le sens objectif, l'idée qu'il y aurait un sens au monde, un sens à la vie, ça s'il n'y en a plus, mais par contre il peut renaître dans chacune de ces choses, justement. Bon, donc, nouvelle attitude pour connaître, ça veut dire, en fait, le philosophe c'est l'aventurier, c'est celui qui va explorer tout ce qui lui est donné à sentir. Alors cette nouvelle attitude pour connaître, évidemment, et c'est ici que c'est important et que c'est peut-être un peu plus compliqué, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter ici si je ne suis pas clair, parce que pour la suite de l'exposé, voilà, ça compte. Cette nouvelle attitude pour connaître, elle repose en fait sur une ambivalence fondamentale. Camus veut rester fidèle à la seule chose qu'il puisse tenir pour vrai, qu'il tient pour vrai, en fait, à savoir l'absurde, d'accord, la condition humaine. Sauf que cette vérité, elle défait toutes les autres. Autrement dit, il s'agit de préserver cette seule et unique vérité, l'absurde, de la faire vivre, mais cette vérité lui impose en fait de reconnaître que tout ce qu'il pourra penser, philosophe, tout ce qu'il pourra produire comme sens, ne sera jamais qu'interprétation, invention ou création, c'est-à-dire aussi bien illusion ou croyance. En ce sens, si vous voulez, Camus défait, et c'est là que c'est malin à mon avis, l'opposition classique entre d'un côté la raison objective et de l'autre côté l'illusion ou la croyance. À le suivre, l'homme ne peut pas faire autrement que de croire, d'accord? C'est ça hein, l'idée, c'est que le philosophe, en fait, quoi, il n'a plus accès au sens objectif, il n'a plus accès aux principes du monde. Au contraire, il fait l'expérience de certaines choses et il les interprète, il les invente, il les crée. Bon, évidemment que ça reste une interprétation, ça reste une création, ça reste une invention. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de fondement objectif. Bon, c'est en ce sens-là, dit Camus, que l'homme ne peut faire autrement que de croire. L'homme ne peut faire, c'est la formule de Nietzsche, autrement que d'être dans l'illusion. Sauf que, dit Camus, ces croyances, ces illusions, d'accord, elles ne sont jamais vides ou creuses. Au contraire, elles sont tout entières supportées, déterminées, liées à l'absurde. Elles permettent de faire vivre l'absurde, d'accord? En somme, si vous voulez, le problème de Camus, c'est pas de savoir comment être rationaliste, ou en sens inverse, comment ne pas tomber dans l'illusion hein, ou dans la croyance, puisque de toute façon, l'absurde nous force à reconnaître que toute pensée crée son objet. D'accord? Donc toute pensée crée son objet, que toute pensée se tisse en fait nécessairement dans l'illusion ou la croyance. Bon. Le problème de Camus, donc, c'est pas celui-là, c'est pas savoir comment il faut être rationaliste. Le problème de Camus, c'est en fait de développer des croyances, justement, qui ne suppriment pas l'absurde, mais qui l'affirment et qui le font vivre. D'accord? Si vous voulez, le philosophe, il ne se distingue pas du prêtre parce qu'il aurait la raison pour lui, alors que l'autre serait tout entier dans l'illusion et la croyance. Il n'y a pas d'un côté le malin et de l'autre côté l'imbécile perdu dans des croyances obscures. Non. Donc le philosophe, il ne se distingue pas du prêtre parce qu'il a la raison pour lui, alors que l'autre n'aurait que la croyance. Mais le philosophe, il se distingue du prêtre d'une certaine manière parce qu'il se sait croyant. C'est ça la différence. Il se sait croyant parce qu'il sait que ses croyances sont vitales, parce qu'il veut que ses croyances soient à la hauteur de l'homme qu'il est. C'est pourquoi, en fait, dans le mythe de Sisyphe, c'est passionnant. Donc, de nouveau, ça c'est chez Nietzsche aussi. Enfin, beaucoup de choses de Camus sont en fait chez Nietzsche. Hein. Mais bon. C'est pourquoi, en fait, quand le philosophe refuse justement les formes d'évasion que lui proposent les prêtres, Camus n'écrit jamais que le philosophe doit leur opposer sa raison, mais il dit qu'il doit leur opposer au contraire une croyance plus forte. D'accord ? Le philosophe, c'est pas celui qui dit « je sais et je peux prouver qu'il n'y a rien après la mort, je sais et je peux prouver que Dieu n'existe pas », c'est celui qui dit au contraire « je veux croire au fait qu'il n'y a rien après la mort, parce que cette croyance, d'accord, me permet de prêter attention à toute chose sur cette terre, et on va le voir, de jouir de ma vie à chaque instant ». C'est dans ce sens que lorsque Camus, je reviens sur le début là, affirme « je ne crois pas en Dieu », il ajoute chaque fois « je crois en l'absurde ». Je crois en l'absurde. Donc, premier point sur le plan de la pensée, hein, le philosophe en gros c'est celui qui a une pensée, qui développe une pensée qui affirme l'absurde, d'accord, mais cette pensée elle est de l'ordre de la croyance et de l'illusion aussi. Il n'y a pas de fondement objectif, d'accord. Bon.
Alors si le philosophe tire de l'absurde une nouvelle attitude pour connaître, il en tire également, et là, ici c'est génial aussi à mon avis, une nouvelle manière de vivre. Bon. Et cette nouvelle manière de vivre, Camus la développe en fait, si vous voulez, dans une longue critique que je vais résumer ici, de la morale. Alors, pour Camus, il n'y a pas une seule morale. Au contraire, il y a un grand nombre de morales. Il y a par exemple la morale des prêtres, évidemment, il y a la morale humaniste, on pourrait dire que c'est une morale de prêtre sans prêtre. Il y a celle des grands préceptes, comme le juste et le bien, ou, et c'est celle que cible le plus souvent Camus, il y a la morale du quotidien, et la morale du quotidien, c'est celle qui est faite en fait de prescriptions, d'obligations, de valeurs sociales. En un mot, c'est la morale qui est issue, si vous voulez, de la norme des vies quotidiennes. Je vais donner des petits exemples après. Alors toutes ces morales, elles ont quand même un point commun, de toute façon, c'est que ce sont, dit Camus, des morales de la qualité. Des morales de la qualité. Donc, ça veut dire quoi une morale de la qualité? Ça veut simplement dire qu'elles impliquent chaque fois, ces morales, des manières de bien vivre, des manières de bien penser, de bien se comporter, avec soi comme avec les autres. Et évidemment, par opposition à des manières de mal vivre, mal penser, mal se comporter. La morale du quotidien, par exemple, elle prescrit certaines façons d'être enseignant, père ou épouse. Ça va? On n'est pas enseignant comme on veut. On regarde de la morale, être enseignant, c'est jouer un certain rôle d'une certaine façon. Bon. Alors, ces morales, elles reposent chaque fois, dit Camus, sur l'idée que la vie a un sens, d'une part, donc la vie a un sens, et d'autre part que ce sens, justement, permet de juger cette vie. Ou pour le formuler autrement, ces morales, elles reposent sur l'idée qu'il y a des valeurs qui nous dépassent, d'accord, et que ces valeurs permettent de juger la vie qu'on mène. Bon. Être père, par exemple, cela aurait tel sens. Un père doit donc se comporter comme ceci ou comme cela. Bon. Camus en tire une conséquence, qui est très forte. Tout homme, en fait, en regard de la morale, peut être jugé, d'accord, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il pense. La morale, en fait, elle fait de l'homme un coupable en puissance. Donc, un coupable en puissance. Autrement dit, ça veut dire quoi? Dire que l'homme est un coupable en puissance, ça veut dire aussi qu'il y a en chaque homme une puissance de la culpabilité. Je renverse un peu les termes, c'est un jeu de mots, donc chaque homme est un coupable en puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en nous chaque fois une puissance de la culpabilité. Tout le monde s'est par exemple déjà senti mal à l'idée d'avoir telle pensée qu'il traverse, d'accord? Ou d'éprouver tel désir. Et on se dit dans ce cas-là parfois, ah je comprends pas, c'est pas moi, j'ai pas pu penser ça, j'ai pas pu éprouver ça, j'ai pas pu désirer cela. Bon, bah c'est ça en fait la puissance de la culpabilité. C'est que la morale elle nous amène à vivre en nous coupant en fait d'une certaine façon d'une partie de nous-mêmes, elle nous pousse à rejeter, à enfouir certaines de nos pensées, certains de nos désirs. Bon. Alors pour le philosophe, ou l'artiste de nouveau, ces morales elles n'ont plus de sens. Je cite Camus, et j'arrête de dire que c'est encore une très belle phrase. Donc, la croyance au sens de la vie suppose toujours une échelle de valeurs, un choix, nos préférences. La croyance à l'absurde, selon nos définitions, enseigne le contraire. Si je me persuade que cette vie n'a d'autre face que celle de l'absurde, si j'éprouve que tout son équilibre tient à cette perpétuelle opposition entre ma révolte consciente et l'obscurité où elle se débat, alors je dois dire que ce qui compte n'est pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus. Une fois pour toutes, les jugements de valeur sont écartés. En somme, parce qu'il sait que la vie est dépourvue de sens, le philosophe écarte du même coup l'ensemble des valeurs qui permettaient jusque-là de juger de cette vie, juger la façon dont les hommes vivent. En gros, contre les morales de la culpabilité, qu'elles reposent ou non sur l'idée du péché, le philosophe, qu'est-ce qu'il fait? Il affirme son innocence irréductible. La morale voudrait lui faire reconnaître, d'accord, sa culpabilité, mais lui se sent innocent. À vrai dire, écrit Camus, il ne sent que cela, son innocence irréparable. Alors qu'est-ce que ça signifie, cette innocence? Parce que, bon, il faut voir un peu à quoi ça ressemble. Dans le mythe, évidemment, c'est un peu facile, puisque c'est un ouvrage de métaphysique. Dans L'homme révolté, ça devient plus compliqué de poser le problème de l'innocence en regard du terrorisme et tout ça. Donc c'est là que Camus fait un peu moraliste, alors qu'ici, c'est pas le cas. Mais bon. Ici, là, on est dans le mythe de Sisyphe, donc, qu'est-ce que c'est que cette innocence? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Bon. Il faut d'abord prendre ce terme dans son sens le plus radical, à mon avis. Et c'est radical par ailleurs. En regard de la morale, et là vraiment j'insiste, le contraire de la culpabilité, d'accord, n'est pas, alors que, comme nous y a pourtant habitué le droit, l'innocence. Donc pour la morale,
Le contraire de la culpabilité, c'est pas l'innocence, le contraire de la culpabilité, c'est le coupable en puissance. C'est le coupable qui ne l'est pas encore dans les faits, c'est celui qui n'est pas encore passé dans les actes. Mais voilà, donc en regard de la morale, il n'y a pas d'innocent. Il y a un coupable effectif ou un coupable en puissance. Bon. À l'inverse, chez Camus, l'innocence, on peut dire qu'elle ne supporte aucune limite, aucune restriction. Elle n'a aucun, à défaut d'une meilleure expression, contre-champ. Ça veut dire que cette innocence, elle est absolue pour Camus, ou elle n'est rien. Bon. Alors, évidemment, première séquence, donc qu'est-ce que veut dire cette innocence? C'est quelque chose d'absolu, hein, mais c'est évidemment, et ça c'est le deuxième point, quelque chose du coup d'évidemment absolument redoutable. Hein. Camus écrit la morale, l'absence de morale, pardon, cette innocence, elle permet tout. Alors il faut évidemment prendre ce tout est permis autrement qu'en son sens vulgaire. Affirmer que tout est permis, ça ne signifie pas que rien n'est défendu. Simplement, affirmer que l'absurde permet tout, d'après Camus, ça ne veut pas dire que l'absurde recommande le crime. Ce serait puéril, évidemment, de dire que, ah, bon, puisque chacun est innocent, du coup, on peut tous devenir criminels. C'est pas ça que ça veut dire, évidemment. Bon. Par contre, ça veut dire quoi, cette innocence? Ça veut dire que, d'une certaine manière, elle rend leur équivalence aux conséquences des actes. Elle restitue au remords son inutilité. Autrement dit, l'absurde, si vous voulez, il libère l'homme de la culpabilité. Il permet à l'homme de se tenir au plus près de ce qu'il sent, au plus près de ce qu'il désire, au plus près de ce qu'il vit. En un mot, écrit Camus, l'absurde, il permet de se tenir au plus près de cette matière humaine, du souffle de l'humanité qui n'est ni bon ni mauvais. En rejetant les morales de la qualité, hein, le philosophe trouve donc une nouvelle attitude pour vivre. Il ne cherche plus à bien faire, bien penser, bien vivre, mais il cherche à vivre plus, à épuiser tout ce qui lui est donné de vivre, par-delà le bien et le mal, dans la souffrance comme dans la joie, pour peu que cette distinction ait encore du sens. Et chez Camus, elle n'en fait plus. Donc, je vais conclure ici sur la figure du philosophe, hein, mais on peut dire qu'alors que l'absurde avait d'abord ôté à l'homme jusqu'au goût de vivre, le philosophe, justement, il affirme maintenant son vouloir vivre. En somme, si vous voulez, tant sur le plan de la pensée, et c'est là que c'est important, tant en pensée que sur le plan de la vie, le philosophe est, dans le mythe de Sisyphe, la figure de l'affirmation de l'absurde. Il parvient à aller chercher, si vous voulez, au plus profond de l'angoisse et du désespoir, à la limite de son effondrement, les moyens, non pas de supprimer cette angoisse et ce désespoir, mais de les transfigurer, de les transmuer en la plus grande des joies, écrit Camus, celle de sentir et de se sentir sur cette terre. Voilà pour le philosophe. Et je vais du coup maintenant passer à une deuxième figure, qui est évidemment plus problématique, ou en tout cas on n'a plus de réticence à y trouver ça. Je vous avoue que je n'avais jamais pensé ça avant, puisque j'étais nietzschéen, donc j'avais la généalogie de la morale en tête sur la question de la religion, et le prêtre n'y apparaît pas comme quelqu'un d'absolument sympathique, le croyant pas absolument non plus. Donc voilà, c'est Camus qui a un peu bouleversé mon rapport à ce truc-là. Mais peu importe, c'est pas l'essentiel ici. Je passe maintenant à la deuxième figure, et cette deuxième figure, c'est laquelle? C'est celle du croyant. Bon. Le philosophe, on peut dire qu'il emprunte une voie, et cette voie, elle est affirmative. Le croyant, il suit une autre voie, et cette voie, elle est quoi? Elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, saisi par l'angoisse et le désespoir, le croyant, si vous voulez, il ne parvient pas à supporter sa condition. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut s'en évader, il cherche à la nier. Alors que le philosophe, d'une certaine façon, il parvient à assumer, à supporter l'insupportable, à trouver dans l'impuissance de la raison, d'accord, à conférer un sens et une cohérence à l'existence et au monde, le principe d'une libération, le croyant, il n'y parvient pas. Ça veut dire que quand, dans son expérience de l'absurde, quand il est confronté à l'absurde, il va effectuer ce que Camus appelle un saut. Alors ici, la figure du croyant, je vais expliquer ce que c'est qu'un saut, rassurez-vous, mais la figure du croyant, c'est la partie peut-être la plus compliquée. Mais ça, c'est Camus qui dit toujours voilà, que la grande erreur de ce qu'il appelle les pharisiens laïcs, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, mais c'est quoi? C'est de prendre la religion comme quelque chose de très facile, alors qu'en fait, ça n'est pas tant que ça. Bon. Donc, le croyant, comme le philosophe, il se confronte à l'absurde, d'accord? Bon. Sauf que le croyant, l'absurde, il ne parvient pas à le supporter, et donc il va sauter. Bon. Alors, c'est quoi ce saut? Ça consiste en quoi? Un saut, ça consiste en fait tout simplement à tirer une vérité, d'accord, d'une expérience, à savoir celle de l'absurde,
dans laquelle cette vérité n'était pas contenue. En fait, confronté à l'absurde, d'une part, donc face à l'absurde, face au fait qu'on ne parvient pas à donner du sens ni quoi que ce soit, d'une part, le croyant, il ne va pas simplement constater que la raison est limitée, il ne va pas trouver un autre champ à l'intérieur duquel cette raison est efficace, mais il va poser que cette raison, elle est absolument obsolète, absolument inefficace, absolument trompeuse. Donc, premièrement. D'autre part, deuxièmement, alors que l'irrationnel n'est, pour Camus, que le résidu de l'expérience du monde, d'accord, ce qu'on ne parvient pas à penser, c'est simplement le fait que le monde est d'une nature différente de nous, de l'homme, mais le croyant, il va en fait diviniser ce résidu de l'expérience, ce résidu irrationnel de l'expérience du monde. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, le croyant, il rabat ainsi, et exactement comme dans la mystique chrétienne, c'est ça l'idée, il rabat l'expérience de l'absurde sur l'expérience, en fait, indicible et impensable d'une transcendance qu'il appellera l'être ou Dieu. Bon. Pour le croyant, si vous voulez, ce que la raison ne parvient pas à penser, ce n'est pas le monde, c'est pas un monde dont la nature lui échappe, mais c'est un être ou un Dieu qu'il dépasse absolument. Toute la différence entre le philosophe et le croyant, elle tient là. Ça veut dire que le philosophe, c'est celui qui, voilà, il se dit, ah, il y a quelque chose dans le monde que je ne peux pas saisir. Donc cet irrationnel qui me submerge dans l'expérience que je fais du monde, c'est simplement lié au fait que ce monde, il est d'une autre nature que moi. Ce monde, il est, tout simplement, alors que moi, je suis toujours en train de me projeter pour trouver du sens, etc. Le croyant, qu'est-ce qu'il dit? Il fait la même expérience, il est lui aussi confronté à l'irrationnel, sauf qu'il ne parvient pas, justement, à supporter cela, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, cet irrationnel, en fait, c'est la preuve de l'existence d'un être qui me dépasse. D'accord? Mais, voilà, donc, haute lecture, différence entre le philosophe et le croyant, au départ, elle tient là. Bon. Alors, évidemment, cette différence, ça change tout, quand même. Pas tant que ça, mais ça change quand même. Bon. Ce saut, justement, précise Camus, il consiste en quoi? Il consiste en un suicide philosophique, écrit-il. L'expérience d'un contact, justement, l'expérience mystique, en fait, qu'on peut tous vivre. Par ailleurs, il y a des athées qui vivent des expériences d'ordre mystique, ça se trouve dans certains livres, etc. Donc, mais l'expérience mystique, l'expérience d'un contact avec l'être ou avec Dieu, elle est en fait d'autant plus intense, évidemment, qu'elle échappe à la raison. Mieux, en fait, pour reprendre la formule chrétienne, cette expérience, elle exige, pour être pleinement éprouvée, le sacrifice, d'une certaine manière, de cette raison. Alors le croyant, justement, donc, il ne va pas faire, si vous voulez, comme faisait le philosophe, à savoir s'épuiser à inventer du sens, un sens qu'on sait toujours fragile, précaire, voué à disparaître, mais au contraire, il va s'acharner à montrer que cette raison, que la raison, elle ne peut rien, qu'elle est obsolète. Il va multiplier, par exemple, les exemples de mise en échec de cette raison. Bon, alors, si maintenant on y regarde d'un peu plus près, ici j'espère que c'est pas trop compliqué, ça allait un peu plus sur le croyant, mais voilà, chez Camus c'est terriblement complexe et c'est difficile d'être très clair. Bon, j'espère l'être suffisamment. Mais ce sacrifice de la raison, donc, si on y regarde d'un peu plus près, et vous allez comprendre de toute façon par après, à mon avis, vraiment, il a quelque chose d'un peu particulier. En fait, ce sacrifice de la raison, il réalise, si vous voulez, c'est ça l'idée, la volonté de sens et d'unité de la raison, en la projetant comme en face d'elle, d'accord, en Dieu ou en l'être. Dieu, il est un et il est parfait. Dieu, il est à lui-même sa propre raison. D'une certaine façon, l'idée de Dieu, ce n'est jamais que la volonté de raison réalisée. La volonté de raison, c'est une volonté de sens, de cohérence, volonté d'unité, etc. D'une certaine manière, cette volonté, d'accord, de la raison, que la raison ne peut pas trouver dans le monde, que ne peut pas réaliser dans le monde, le croyant, il la réalise de manière fantasmatique en la projetant en Dieu. Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors, dans cette projection, évidemment, le croyant, il trouve un nouvel espoir, une consolation, c'est le mot, une consolation dans la promesse d'une vie après la mort. La mort, qui est prise ici comme l'absurdité la plus évidente, va devenir paradoxalement pour le croyant la raison d'espérer, une raison d'espérer. Elle est promesse, cette mort, d'un retour à l'être, d'un retour à un corps plus grand et plus parfait que le sien, celui de Dieu. La mort, si vous voulez, pour le croyant, c'est quoi? C'est la promesse d'une unité retrouvée. En somme, confronté à l'absurde, incapable de supporter l'absurde, le croyant invente une croyance qui le nie. D'accord? Bon. Alors, évidemment qu'à ce moment-ci, ça va là-dessus toujours? D'accord.
faut pas hésiter autrement à me couper, je l'explique. Donc, alors, il serait évidemment facile d'affirmer ici, si vous voulez, qu'en se tournant vers Dieu, d'accord, vers une autre vie, vers un autre monde, un arrière-monde, à nouveau, pour reprendre l'expression de Nietzsche, il serait facile d'affirmer ici que le croyant, en se détournant donc vers une autre vie, se détournerait effectivement, une fois pour toutes, de l'absurde, de sa condition d'homme. Alors toutefois, et c'est là que c'est à mon avis le coup de génie de Camus qui complexifie tout, toutefois d'après Camus, c'est exactement en fait l'inverse qui se produit. À bien y regarder, ce Dieu, justement, il n'a de sens que par opposition à l'homme, d'accord? Dieu, il est tout ce que l'homme n'est pas. Alors évidemment, on s'entend ici, quand je parle du croyant, quand je parle du croyant, c'est Camus qui parle du croyant, je ne suis pas forcément camusien, mais le croyant dont il est question, c'est peut-être pas le catholique pur et dur. Hein. Donc Camus, il parle du chrétien qui l'est vraiment. Alors, il ne dit jamais ce qu'est un chrétien qui l'est vraiment, et je lui laisse le soin de tracer le partage entre les chrétiens qui le sont vraiment et ceux qui ne le sont pas tout à fait. L'idée, c'est que quand même, il y a ça au fond du christianisme, d'accord? Bon. Mais donc, si vous voulez, ce Dieu, il n'a de sens, hein, j'en reviens à mon truc, que par opposition à l'homme. C'est ça l'idée. Dieu, il est en fait tout ce que l'homme n'est pas. Il est un et parfait, mais il est comme tel, inaccessible à l'homme qui lui est imparfait. Le croyant, si vous voulez, fait l'épreuve d'un être qu'il dépasse, mais il ne peut pas penser cet être, il ne peut lui donner aucune forme, aucune explication, aucune raison. Le croyant affirme qu'il pourra bientôt rejoindre cet être, mais pour cela, il lui faudra d'abord mourir tel qu'il est, ici et maintenant. Bon. La croyance, si vous voulez, ou le saut en Dieu, hein, donc pour Camus, elle ne détruit pas l'absurde. Mais au contraire, hein, souligne Camus, je le cite ici parce que vu que c'est des thèses fortes, je préfère me protéger un peu. Dans la mesure où le croyant croit résoudre l'absurde, le saut le restitue tout entier. Le face-à-face entre l'homme et Dieu creuse en fait, si vous voulez, la différence entre l'homme et Dieu. L'homme face à Dieu, c'est ça l'idée de Camus, se confronte comme par contraste à sa propre condition. En ce sens, la croyance en Dieu préserve, elle aussi, et fait vivre l'absurde. Mieux, elle est elle aussi libératrice. Et là, je cite Camus de nouveau. À s'abîmer dans leur Dieu, à consentir à ses règles, ils deviennent secrètement libres à leur tour. C'est dans l'esclavage spontanément consenti qu'ils retrouvent une indépendance profonde. Mais que signifie cette liberté? On peut surtout dire qu'ils se sentent libres vis-à-vis d'eux-mêmes, et moins libres que surtout libérés. De même que le philosophe tout entier tourné vers la mort, l'homme absurde, ici c'est le croyant, se sent dégagé de tout ce qui n'est pas cette attention passionnée qui se cristallise en lui. Pour le croyant, en fait, on peut dire ça comme ça, parce que la vraie vie est ailleurs, il peut être en fait tout entier à celle-ci, c'est-à-dire face à lui-même et face au monde. Parce que la vérité, le sens, la raison sont hors de ce monde, et comme tels inaccessibles, il n'y a plus, en fait, sur cette terre, que des hommes. En somme, vous comprenez aussi pourquoi Camus dit qu'il éprouve une grande proximité par rapport au Christ et tout ça, hein, puisque bon, c'est un peu ça qui se joue ici. Donc en somme, si vous voulez, et je vais fermer je vais conclure la figure du croyant ici, en somme, si vous voulez, la croyance en Dieu, elle n'est pas, à suivre Camus, une négation effective de la condition humaine, mais, et je le cite à nouveau parce que c'est une thèse forte, la croyance en Dieu, c'est le moyen paradoxal ou la contradiction la plus subtile peut-être de toutes les formes spirituelles par laquelle le croyant parvient à vivre l'absurde. Le croyant goûte, comme le philosophe, mais secrètement, sans l'affirmer, à la joie d'être un homme. Alors, en développant la figure du philosophe, Camus, il a défait en fait, hein, donc en développant la figure du philosophe, Camus, il a défait, on l'a vu, l'opposition entre d'un côté l'objectivité, la raison, et de l'autre l'interprétation, l'illusion, la croyance. Le philosophe, c'est pas celui qui préserve sa condition, c'est pas celui qui préserve l'absurde, d'accord, en opposant la raison à la croyance, au contraire, c'est celui qui se forge des croyances à la hauteur de l'homme qu'il est, d'accord. Il invente une croyance qui fait vivre l'absurde. Alors maintenant, en analysant la figure du croyant, qu'est-ce qu'il nous dit Camus? Camus il nous montre que l'absurde, en fait, pour pouvoir se vivre, justement, il peut emprunter, sur le plan de la croyance, des voies détournées. La croyance religieuse, elle ne nie en fait l'absurde qu'en apparence seulement. Le philosophe et le croyant, si vous voulez, ils préservent tous deux l'absurde, mais leurs moyens diffèrent.
Le premier forge une croyance qui affirme l'absurde en même temps qu'elle l'y confronte, alors que le second, le croyant, doit forger une croyance qui nie l'absurde pour pouvoir le vivre. C'est le paradoxe. D'accord? Donc, on a le philosophe affirmatif, le croyant négatif. Bon. Alors, c'est très évident. C'est dans ce sens précis, justement, que, et je reviens de nouveau sur le début de mon texte, que Camus affirme ne pas croire en Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est philosophe. Mais éprouver la plus grande affinité pour la figure du Christ et plus largement pour les chrétiens qu'ils sont vraiment. Il s'occupe des mêmes choses que moi, écrivait-il. Contrairement à ce qu'en disent certains de ses lecteurs, en fait, la question de l'existence de Dieu pour Camus, elle n'a comme telle aucun sens. On ne peut pas en fait savoir si Dieu existe ou pas, dit Camus. Il renvoie en quelque sorte, si vous voulez, l'athéisme et dos à dos, il renvoie dos à dos l'athéisme et le déisme. Il s'agit bien dans les deux cas d'interprétation, d'invention, de création ou de croyance. La première n'est pas plus objective ou plus vraie que la seconde. Camus ne rejette donc pas la croyance en Dieu, et là je le cite à nouveau, Camus qu'est-ce qu'il dit? Il dit « L'absurde, écrit-il, ne mène pas à Dieu », et lui il ne veut pas que ça mène à Dieu, mais précise-t-il immédiatement, il ne l'exclut pas non plus. Bon. En fait, la philosophie de l'absurde, si vous voulez, et c'est là qu'elle est intéressante, c'est que elle déplace le problème de l'existence de Dieu, donc le problème de savoir si on peut prouver ou pas que Dieu existe ou non, de savoir s'il faut vivre ou pas avec ou sans Dieu, elle déplace donc ces questions-là à celles de nos croyances, justement, préservent-elles l'absurde, ou encore, comment est-ce que nos croyances nous permettent de vivre et d'assumer notre condition humaine. Alors, pour terminer donc ce second point, et puis après j'en viens à ma conclusion, j'en ai plus pour longtemps, ici ça va peut-être être, voilà, j'essaie de multiplier les portes d'entrée dans Camus, dans ce truc-là. Donc pour terminer ce second point, j'aimerais justement montrer alors comment chez Camus, on a deux figures, donc le philosophe, le croyant, et montrer que ces deux figures, en fait, elles ne sont jamais, ou en tout cas pas nécessairement, enfin si, elles sont distinctes l'une de l'autre, mais elles sont en fait d'une part comme les deux faces, d'accord, d'un même rapport à l'absurde, d'un même rapport à l'existence et au monde, mais ensuite comment, l'idée c'est que pour Camus, on n'est peut-être pas toujours, on ne sait peut-être pas toujours, on n'a peut-être pas toujours la force d'être philosophe toute sa vie. Donc peut-être qu'on passe d'une figure à une autre, qu'on peut être philosophe un temps, croyant à un autre moment, etc. Voilà, c'est ça que je vais essayer de montrer. C'est montrer comment le philosophe et le croyant, ces deux figures, et que ces deux figures, on emprunte peut-être chaque fois à l'une, chaque fois à l'autre, etc. Donc il n'y a pas de contradiction, en fait, dit Camus, à passer de l'une à l'autre. Et ça, je vais le montrer à partir d'une analyse de son Don Juan. Alors ça, c'est un texte incroyable, mais bon, soit je vais expliquer pourquoi. Donc à la fin du mythe de Sisyphe, si vous voulez, Camus propose plusieurs figures de l'homme absurde. Dans les figures de l'homme absurde, il peut être croyant ou philosophe, peu importe, là maintenant, il y a quoi comme figure de l'homme absurde? Il y a le donjuanisme, il y a la comédie, la conquête et il y a l'art. Bon, j'en développe une ici, c'est celle de Don Juan. Alors, Camus il réécrit ici en filigrane l'histoire de Don Juan. Et c'est là que c'est génial, Camus, et qu'on voit que c'est vraiment... Enfin, que c'est génial, il faut que j'arrête de le dire aussi, parce qu'en plus, ça m'a posé plein de soucis cette lecture-là, mais bon, peu importe. C'est là qu'en tout cas, qu'on voit que c'est un écrivain de génie. C'est que, en 3 ou 4 pages, Camus, il réécrit Don Juan. Et comment est-ce qu'il réécrit Don Juan? On a tous lu, en fait, le Don Juan de Molière, quand on était à l'école, etc. Bon, Camus, il reprend des bouts, en fait, justement. Donc il reprend des passages du Don Juan de Molière et de toute une série d'autres, sauf qu'il les transforme légèrement, il les réarticule, et en 3 ou 4 pages seulement, il parvient à créer en fait une histoire de Don Juan qui a l'air aussi consistante et aussi longue que les autres. C'est-à-dire qu'en 3 ou 4 pages, on a l'impression qu'on en a lu 150. C'est ça qui est absolument incroyable. Bon. Alors, Don Juan, pour Camus, il est d'abord philosophe, d'accord? Il est d'abord philosophe, et on pourrait dire que c'est une configuration spécifique de la philosophie, je ne suis pas sûr que ça tienne ce truc-là, mais il est séducteur. Bon. Donc, ce philosophe n'est pas forcément séducteur. Mais Don Juan, il est d'abord philosophe. Bon. Ça veut dire quoi, dire que Don Juan est philosophe? Ça veut dire que Don Juan, c'est un être du présent. L'amour pour Don Juan, si vous voulez, ce n'est qu'une idée. Ce n'est qu'une idée qui recouvre en fait chaque fois des rapports singuliers, incommensurables, qui mêlent à la fois désir, tendresse, attention réciproque et intelligence. Bon. Se refusant à l'amour, Don Juan atteint un regard, et Camus met des guillemets, sans illusion. Il perçoit dans chaque personne qui le touche une beauté absolument singulière. Il perçoit dans chaque relation qui se noue une force d'autant plus intense qu'il la sait, cette relation, éphémère et mortelle. Don Juan ne peut pas comprendre qu'il faille aimer
rarement, si vous voulez, pour aimer beaucoup. Alors Don Juan, il est sans passé. Il ne conserve aucun portrait, aucun souvenir même des femmes qu'il a connues. C'est un peu la figure de l'oubli chez Nietzsche, d'une certaine manière. Donc Don Juan, il est sans passé, d'accord? Il n'a pas de souvenir des filles qu'il a connues. Il est aussi sans avenir, Don Juan. Il sait que demain, il sera mort, d'accord? Donc, et c'est justement ça qui lui permet d'aimer celle qu'il rencontre avec un égal emportement, et chaque fois avec tout lui-même, écrit Camus. Ainsi découvre-t-il une nouvelle façon d'être qui le libère au moins autant qu'elle libère ceux qui l'approchent. Don Juan, si vous voulez, pour paraphraser Camus, c'est celui qui épuise ce qu'il ne peut pas unifier. Il sait que la vie n'a pas de sens, il ne cherche pas à unifier sa vie, etc. Il cherche à épuiser chaque moment qui lui est donné de vivre. Donc, cette vie, évidemment, on le devine, elle s'oppose tout entière à la morale de la vie quotidienne. Bon, avec son lot de prescriptions, d'obligations sociales, de valeurs sociales, etc. Aux yeux de l'homme du quotidien, rien n'est pire, écrit Camus, qu'une vie qui se comble du présent, qu'une vie qui n'a d'autre raison que la joie de se vivre. Bon, Don Juan, il doit donc être puni, c'est ça l'idée dans les ouvrages de Don Juan. Il doit être puni, Don Juan. Alors chez Molière, évidemment, Don Juan est censé se rappeler un ordre, si vous avez la pièce en tête, Don Juan est censé se rappeler un ordre auquel il se refuse, d'accord? Ça veut dire, c'est l'idée que le commandeur, si vous vous souvenez, bien, il faut te comporter comme ça, mon Dieu, là, t'es en train de déconner un peu. Bon. Et il refuse, en fait, de se plier à cet ordre, Don Juan. À la fin de la pièce, donc, qu'est-ce qui se passe? Don Juan, il subit la vengeance du ciel. Il meurt assommé par le bras de la statue de pierre du commandeur, autrement dit, Don Juan, il est assommé par le bras divin. Et comme pour souligner, c'est ça qui est terrible chez Molière, et comme pour souligner que Don Juan n'a pas seulement heurté le ciel, mais la vie tout entière, celui qui devait être son fidèle ami, Sganarelle, d'accord, s'en va indifférent à la mort de son maître en comptant ses gages. Autrement dit, il est refusé au jouisseur jusqu'à l'amitié. Bon. Dans les autres écrits, plus nombreux, la punition de Don Juan, elle ne vient pas de Dieu, c'est pire. La vie s'en occupe d'elle-même. Don Juan nous est présenté, il y a des milliers de textes comme ça avec Don Juan, mais bon. Don Juan, en fait, nous est présenté, il apparaît proche de la mort dans un monastère espagnol, c'est important, je vais y revenir. Donc on présente Don Juan dans un monastère espagnol, vieux, solitaire, ridicule, torturé par une faim d'autant plus laide qu'il n'aurait jamais rien fait de sa vie. Don Juan, dans ses autres ouvrages, il semble espérer chercher le pardon de Dieu, et puisqu'on joue ici dans le registre de la morale, l'idée c'est qu'on a presque envie de lui souhaiter. Bon. Voilà pour les deux types d'histoires de Don Juan, les deux types de punitions, d'accord? Punition divine et la vie qui s'en charge d'elle-même, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous présente Don Juan qui finalement va dans un monastère pour essayer de chercher le pardon. Bon. Camus, il va construire une autre fin à cette histoire qui relie les deux précédentes. La punition divine et l'espoir d'un pardon. Bon. Je reprends cette fin, je la décris un peu, je la développe un peu. Donc Don Juan, d'accord, il nous replace Camus en fait à la fin de la pièce de Molière. Don Juan attend la visite annoncée du commandeur. Mais le commandeur ne vient pas. Don Juan n'est donc pas puni par Dieu. Après avoir éprouvé, écrit Camus, la terrible amertume de ceux qui ont eu raison, Don Juan s'en va pourtant finir ses jours reclus dans un monastère perdu et austère. On a vu que Don Juan était philosophe, d'accord, la première partie de sa vie, quand il était séducteur, il a conquis sa vie à chaque instant, et le voilà maintenant à la fin de sa vie, alors que le commandeur n'est pas venu, que Dieu ne l'a pas puni. Don Juan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va quand même, dans ce monastère espagnol, voilà, se tourner vers Dieu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans, voire un reniement? C'est la question qu'on peut se poser. Il a été philosophe, Dieu ne vient pas le punir, et pourtant il va quand même dans son monastère pour prier. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Et Camus répond par la négative. Et je le cite ici, ces deux phrases très belles. Pardon. La jouissance, donc, en plus elles sont tristes, donc, la jouissance s'achève ici en ascèse. Il faut comprendre qu'elles peuvent être comme les deux faces, la jouissance s'achève ici en ascèse, il faut comprendre qu'elles peuvent être comme les deux visages d'un même dénuement. Quelle image plus effrayante souhaiter? Celle d'un homme que son corps trahit et qui, faute d'être mort à temps, consomme la comédie en attendant la fin, face à face avec ce Dieu qu'il n'adore pas, le servant comme il a servi la vie, agenouillé devant le vide et les bras tendus vers un ciel sans éloquence qu'il sait aussi sans profondeur.
Devant sa mort prochaine, si vous voulez, Don Juan se tient face à Dieu. Non pas qu'il attende une réponse, hein, il sait qu'elle ne viendra pas plus que le commandeur n'est venu, mais parce que saisi d'angoisse et de désespoir, il trouve dans ce face-à-face, justement, le moyen de se confronter encore une fois à sa condition. Devant la mort, presque mort, sans force, Don Juan se fait croyant pour pouvoir encore, malgré tout, être un homme. Et il y a cette phrase de Camus qui est terrible, et qui, à mon avis, résume parfaitement sa conception du croyant. Il nous dit « Je vois Don Juan », écrit alors Camus, « dans une cellule de ces monastères espagnols perdus sur une colline. Et s'il regarde quelque chose, ce ne sont pas les fantômes des amours enfouis, mais peut-être, par une meurtrière brûlante, quelques plaines silencieuses d'Espagne, terre magnifique et sans âme où il se reconnaît. Oui, c'est sur cette image mélancolique et rayonnante qu'il faut s'arrêter, la fin dernière, attendue mais jamais souhaitée, la fin dernière est méprisable. » Camus nous offre donc ici, si vous voulez, deux images successives de Don Juan, le philosophe et le croyant, chacune étant liée à une période de sa vie. Elles sont pourtant, à mon sens, et c'est le sens, je pense, de Camus aussi, en fait entremêlées tout le long de cette vie. Dissociées dans le récit, elles sont indissociables dans la vie. Don Juan, en fait, a pu vivre et aimer pleinement chacune des femmes qu'il a rencontrées, parce que ces amours-là étaient à l'image de sa condition, sans lendemain, fini, mortel. Il a pu aimer pleinement parce qu'il était déjà, d'une certaine façon, dans cette cellule, à cette fenêtre, face à ce paysage désolé, comme face à lui-même. Voilà pour le deuxième point, et je vais conclure là maintenant, donc assez rapidement, puisque la réflexion partait du quotidien, hein, en montrant que c'était pas top. Elle nous a conduit à montrer comment l'absurde faisait rupture avec ce quotidien. Reste maintenant à savoir, en fait, de quelle façon l'absurde peut nous amener à y revenir, d'accord ? Bon. Alors, revenir au quotidien, cela ne signifie, évidemment plus, pour celui qui parvient à faire vivre l'absurde, redevenir un homme du quotidien. Donc, revenir au quotidien chez Camus, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que l'homme absurde, un philosophe ou croyant, peu importe, il vit évidemment pas coupé des autres et du monde, d'accord ? Cependant, s'il est encore dans le monde, s'il est encore heureusement avec les autres, etc., il entretient maintenant en fait un nouveau rapport aux autres et au monde. Et ce rapport, il est en quelque sorte double. Et c'est là-dessus, c'est le début de l'homme révolté, qui est un ouvrage un peu différent du mythe de Sisyphe, même franchement différent à mon avis. Et donc ce rapport, hein, il est de l'homme absurde maintenant au quotidien dans lequel il revient, il est double. Il est à la fois consentement et révolte. D'un côté, pour l'homme absurde, si vous voulez, l'absurde est maintenant au fond de tout être. Ça veut dire que l'homme absurde, en fait, il voit maintenant l'absurde en chaque être. Il le présuppose en chaque être. Ça veut dire quoi, ça ? Dire qu'il faut présupposer que l'absurde est en chaque être. Ça veut dire que l'homme absurde, il cherche en fait à ressaisir la façon dont les hommes qu'il rencontre parviennent à leur façon, avec leurs croyances, à vivre l'absurde. Parce que c'est pas facile, grosso modo, c'est l'idée de Camus. Autrement dit, l'homme absurde, il ne voit plus de coupable, mais il ne voit plus que de l'innocence. Il ne juge plus, mais il cherche à comprendre. C'est en ce sens que l'homme absurde se rapporte au monde sur le mode du consentement. Ça veut dire qu'il ne voit plus dans l'amour comme dans la haine, dans la tendresse comme dans la méchanceté, dans le raisonnable comme dans le fanatisme, que de l'humain. Rien que de l'humain. De l'autre côté, l'homme absurde, il se révolte aussi. Pourquoi ? Parce que l'homme absurde, il sait aussi combien, justement, l'insupportable peut amener les hommes à chercher l'oubli, dans un monde auquel on conférera un sens et des valeurs. Sans ces valeurs qu'on présentera comme séparées de ceux qui les ont pourtant produits. Sans ces valeurs qui permettront alors de tracer des partages entre les hommes, entre les bons et les mauvais. C'est en ce sens que dans le mythe de Sisyphe, l'homme absurde se révolte contre le monde. Il doit sans cesse réaffirmer qu'il n'y a sur cette terre que des hommes, que rien n'existe en dehors d'eux. Et je vais m'arrêter ici et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Damien pour ce bel exposé pédagogique d'un penseur et philosophe pédagogique. C'est maintenant le moment des questions. Voilà, Claude. Est-ce que je dois passer? Il vaut mieux. Je ne sais pas si ça sera possible. Non, je ne pense pas que ça sera possible. Donc tu vas parler fort et pour l'enregistrement, c'est pour ça qu'il faut parler dans le micro, j'essaierai de retranscrire alors. Comme on traduit une question.
dans la manière de réinterpréter, de réinventer le monde, il y a en parallèle le philosophe et l'artiste. Et le scientifique dans tout ça. Ah, mais alors... Voilà, rapport entre philosophe, artiste et le scientifique. C'est une super question. Je vais tenir le micro comme ça, pareil. Ce sera plus facile. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que, à mon avis, justement, cette thèse comme quoi on n'a pas accès au monde tel qu'il existe indépendamment de nous, ça peut sembler être une thèse un peu foireuse au sens philosophique. En fait, pas du tout. Ça veut dire qu'en philosophie des sciences, mais en théorie des sciences notamment, en théorie des sciences qui n'est pas faite que par des philosophes, qui est aussi faite par de grands scientifiques. Je pense par exemple à Kuhn, quelqu'un comme ça, qui est quand même physicien, si je ne dis pas de bêtises, des gens comme Lakatos, etc., bon, peu importe. Cette idée-là, elle s'est imposée aussi, en fait, tout le long du XXe siècle, à savoir que le scientifique ne peut pas avoir accès au monde tel qu'il est. La seule chose que peut faire le scientifique, c'est quoi? C'est produire, en fait, d'une certaine manière, des recettes qui marchent. Le scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il construit d'une certaine manière des lunettes, exactement, des modèles, qui mettent en forme, en fait, une réalité à laquelle, en tant que telle, il n'a pas accès. Et ça, on le retrouve déjà, à mon avis, chez Popper. Ce qui ne veut pas dire que Popper ne dit pas qu'il n'y a pas de progrès en science. Le progrès en science chez Popper, c'est pas la science qui a plus accès qu'avant au monde. Le progrès chez Popper, c'est simplement que les lunettes qu'on fabrique, elles fonctionnent mieux que celles d'avant. Donc ça simplifie les calculs, par exemple, et des choses comme ça. C'est la thèse qu'on a chez Kuhn, quand il parle des paradigmes, et deux paradigmes chez Kuhn. Donc le paradigme, c'est un ensemble de normes, hein, plus ou moins inconscients, en fait, qui sont même inconscients chez le scientifique, qu'il fait travailler, qu'il fait voir le monde d'une certaine manière, qui fait qu'il va poser certaines questions au monde plutôt que d'autres, etc. Donc chez Kuhn, on a ça aussi. Les paradigmes, en plus, ils sont incommensurables. Deux scientifiques appartenant à deux paradigmes différents ne voient pas le monde de la même façon, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont deux mondes. On a ça radicalisé, alors, et là c'est Pierre qui avait fait un exposé là-dessus l'année passée, ou il y a peut-être même 2 ans si ça se trouve, c'est Feyerabend aussi, qui tire ce truc-là, lui, alors jusqu'au bout. Mais donc cette idée, d'une certaine manière, je pense qu'elle s'est imposée en science aussi, à tel point d'ailleurs qu'un philosophe des sciences, et scientifique aussi, je pense Pierre Duhem, voilà, qui est quelqu'un qu'il faut prendre avec des pincettes, puisque Pierre Duhem, c'est quand même, là c'est un vrai gâteau dans ce que ça pas sympathique. Et puis, je peux quand même me permettre de dire ça après avoir fait l'exposé que j'ai fait. Donc, Pierre Duhem, qui, on est à un niveau métaphysique, hein, je veux dire, il y a tout un tas de problèmes de société sur lesquels, je veux dire, il faut davantage soutenir les athées, et ça va de soi. Hein, que, bon, enfin, ça va de soi, j'espère ne heurter personne. Mais quelqu'un comme Pierre Duhem, par exemple, il radicalise cette dernière thèse, comme quoi le scientifique produit des modèles, mais pas de l'accès, il n'a pas accès à la réalité telle qu'il existe, puisque qu'est-ce qu'il dit Pierre Duhem? Il dit la révolution en science, la révolution scientifique, on nous fait croire qu'elle a eu lieu au XVe, XVIe siècle, avec Galilée, Copernic, etc. Pierre Duhem, il dit pas du tout. La révolution scientifique, c'est quoi qui la conditionne? C'est une décision, en fait, d'un évêque français, l'évêque de Paris, Étienne de Tempier, qui en 1277 condamne... je donne un cours de philo des sciences, c'est pour ça que c'est pas pour le plaisir, enfin si c'est pour le plaisir aussi, mais bon soit. Et donc Étienne de Tempier, mais c'est une des questions que je pose dans mon cours, Étienne de Tempier, qu'est-ce qu'il fait? Il va condamner les aristotéliciens. Pourquoi? Parce que les aristotéliciens jusque-là, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient, le monde doit avoir une explication logique. Bon, explication logique, c'est-à-dire on doit pouvoir expliquer les phénomènes de manière logique. Bon. Cet évêque il nous dit pas du tout, Dieu peut avoir créé le monde de manière absolument illogique. Donc dire que le monde fonctionne de manière logique, c'est une restriction en fait à la puissance divine. Et cette décision de l'évêque, qu'est-ce qu'il nous dit Pierre Duhem? Il nous dit, ah ben voilà, c'est la première fois qu'en fait, par cette décision de condamner les aristotéliciens qui disent il faut trouver dans le monde donc des choses logiques pour pouvoir l'expliquer, l'évêque de Tempier, en condamnant les aristotéliciens, en fait il dit voilà, maintenant le scientifique d'une certaine manière, il peut proposer tout ce qu'il veut, et puis il peut lire le monde comme il veut. C'est-à-dire que la réalité, on n'y a pas accès. Seul Dieu peut dire ce qui est réel ou pas. L'homme, lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est se fabriquer des lunettes, de nouveau, pour essayer de comprendre le truc. Et tant mieux si ça marche, et tant pis si ça marche pas. Donc, je veux dire, voilà, en science, cette idée d'un décalage entre le monde tel qu'il existe et la façon dont on le perçoit, hein, on va dire ça comme ça, à mon avis, elle s'est quand même imposée, là aussi, vraiment tout le long du XXe siècle.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scientifique, et là il faut lire les trucs de Deleuze là-dessus, ou simplement regarder l'abécédaire de Deleuze. Deleuze est génial parce qu'il dit le scientifique, il est quoi? Le scientifique, il peut effectivement avoir l'impression d'aller découvrir quelque chose dans la nature, comme s'il y avait des choses dans la nature qui suffisait de creuser pour les trouver. Pas du tout, dit Deleuze. Le scientifique, il est créateur, lui aussi, il crée des modèles. C'est-à-dire que le philosophe crée des concepts, l'artiste, il crée des formes, et le scientifique, il crée des modèles. Donc voilà, donc je dirais là aussi, dans la perspective de Camus, on pourrait parfaitement voir les choses comme ça. Le scientifique, c'est un créateur, au même titre que les autres. Merci pour cette question-là, parce que j'avais vraiment envie de la voir, mais on ne me l'a jamais posée jusqu'à présent. Voilà, je garde le micro. Hein. Une autre question, je propose que quand tu l'as posée, tu la résumes pour l'enregistrement. Ça va à toi de mettre. Qui va intervenir? Voilà. Parmi les penseurs du XXe siècle qui oublient exactement ce que vous avez dit de façon explicite, il y a Russell, justement, qui disait que la comme des choses dont ne connaissaient pas le sens et qui ne le connaîtraient jamais. Et alors, la question que j'avais en tête, c'était celle de Claude, exactement la même, mais aussi plutôt une réflexion en ce qui concerne les prémices de la pensée, notamment l'absurde qui mène, mais là, des conclusions radicalement différentes. J'ai pensé de façon irrépressible, non pas à Nietzsche, mais à Pascal. Parce que c'est exactement la même chose. Le silence infini de ces espaces infinis, mes frères, la finitude de la vie, vouloir trouver un sens. Alors évidemment, il est la conclusion de celle du croyant, au sens, vous l'avez très bien développé, mais c'est textuellement les prémices de la pensée de Pascal. Alors, ça va être dur de résumer, je suis désolé par contre pour les questions, donc oui. Là, en fait, je ne peux que vous croire, étant donné que je connais malheureusement... Faut pas croire. Ah non, je suis même certain que vous avez raison. Mais en fait, je connais très mal Pascal. Pour ne rien vous cacher, je ne l'ai jamais lu. En fait, donc, je sais qu'il est question du pari, et que ce pari-là, par contre, là, Camus le réfute. C'est-à-dire, au niveau des prémices, je veux bien, au niveau du pari, après, l'idée qu'on a chez Camus, et j'ai pas creusé ce point-là. C'est exactement le croyant que Camus disait. D'accord. Les prémices, et alors le saut, et puis l'avenir. C'est exactement ça. D'accord. Dans ce cas-là, j'irai voir chez Pascal, puisque c'est vraiment des questions qui m'intéressent. Donc merci pour votre remarque et je reprends bonne note. C'est bien gentil. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Voilà. Ouf. En fait, c'est une question pas tellement vis-à-vis de l'objet de la conférence, mais vis-à-vis de la question de Claude concernant le scientifique. Bon, le scientifique ne crée pas seulement des modèles, il crée la matière. Un chimiste a créé des molécules. Par la technique basée sur la science, on peut faire exploser le monde. Ce n'est pas des modèles, c'est la réalité. Donc, le scientifique a réellement prise sur la réalité. Alors là je dirais, c'est une belle question de nouveau. Alors évidemment que les modèles ne sont pas, et c'est ça qui est génial et tout à fait particulier en fait dans la science. On pourrait dire que c'est la même chose avec l'artiste qui crée des formes qui pourtant nous touchent. Mais l'idée c'est que les modèles, ils ont évidemment des effets de réalité. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait dire les choses. Ils ont des effets de réalité. Ça veut dire que, comment expliquer ce truc-là? Parce que en science, mes connaissances ont des limites et elles sont pratiquement immédiates. Bon, mais dire qu'un modèle produit des effets de réalité, ça veut dire d'une certaine façon. Je vais prendre un exemple en fait pour vous répondre de manière un peu détournée, mais je suis désolé, c'est parce que je suis vraiment pas scientifique, donc je peux faire de la philo sur certains textes que je maîtrise, mais pas sur tous. L'idée ce serait de dire, par exemple, quand on dit tiens, le soleil, donc je réponds à votre question vraiment, hein, pas un qui détourne, mais bon. Le soleil est au centre de l'univers, et c'est la Terre qui tourne autour, etc. Ce modèle-là, il nous permet par exemple d'aller sur la Lune. Bon. La thèse des modèles, elle implique quoi? Elle implique qu'en fait, en partant du principe que la Terre serait au centre de l'univers, et que dans ce cas-là, ce serait le Soleil qui tourne autour, on pourrait éventuellement aussi, alors j'espère ne pas faire hurler tout le monde, on pourrait éventuellement aussi aller sur la Lune. Pourquoi?
Parce qu'en fait, ça veut dire quoi un modèle? Ça veut dire que c'est une façon de voir les choses qui évidemment a un effet sur le réel, et le modèle, quand on parle du principe que le Soleil est au centre de l'univers, les calculs qu'il faut faire pour aller sur la Lune, ils sont, je vais dire, relativement simples. Hein. Si on prend maintenant l'autre thèse suivant laquelle la Terre est au centre de l'univers, on va voir en fait des calculs qui pourront nous permettre d'aller sur la Lune, mais qui seront infiniment plus compliqués. Alors qu'il faudrait 2 pages en partant du principe que le modèle, l'héliocentrisme, en partant du modèle héliocentrique, il nous faudrait 2 pages de calcul pour arriver sur la Lune, il nous en faudrait 2000 en partant d'un modèle géocentrique. C'est ça l'idée, c'est de dire que, évidemment, le modèle a des effets de réel. Évidemment que le modèle nous amène à voir les choses, on n'a pas accès à ces choses, mais ça ne veut pas dire qu'on n'interagit pas avec ces choses. Je ne sais pas si je réponds comme il faut ou pas, mais pour le dire platement, les modèles, ils peuvent être... donc c'est ça l'idée, par exemple, les Grecs, donc du temps de Ptolémée, le système ptoléméen, il permet de prédire tout un tas de choses qui se passent dans le ciel, hein, y compris des éclipses à l'époque. Ce qui veut dire que on se retrouve avec un modèle qui pourtant a l'air faux et qui en même temps nous permet de toucher juste, en tout cas sur certains points. Donc l'idée c'est ça, c'est de dire, ce qui distingue des modèles, c'est que des modèles sont plus faciles que d'autres, des modèles permettent de penser plus que d'autres, il y en a qui saturent très vite et donc qui doivent être abandonnés, mais voilà, le modèle il n'épuise pas, si vous voulez, il n'a pas accès, il ne dit pas ce qu'est vraiment la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'effet de réalité. Je ne sais pas si je dis comme il faut, si ça va vous satisfaire ou non. Je vois madame qui dit non. Vous connaissez monsieur, mais... Ah mais je veux bien que quelqu'un réponde à ma place, parce que là vraiment, moi en science, quand je dis que mes connaissances ont des limites, j'ai fait la philosophie. Donc, chaque fois, il y avait un deus ex machina pour expliquer le phénomène astronomique qu'on ne parvenait pas à expliquer. Donc c'était chaque fois a posteriori. Tandis que l'héliocentrisme, il y a quand même quelque chose de très différent, c'est que l'explication se simplifie. Là, on est totalement d'accord. Mais il y a un a priori qui est, en ce qui concerne le côté prédictif, dans une très large mesure, et puis qui a aussi ses limites. Newton a été supporté par Einstein, etc. Tout à fait, tout à fait. C'est chaque fois l'adéquation expérimentale qui est en plus de la simplicité. Tout à fait, mais par ailleurs, c'est vrai, oui, si je vous comprends bien, donc c'est l'idée de Popper aussi, c'est de dire qu'en ce modo, on a une théorie en tête, et après on la met à l'épreuve des faits. C'est-à-dire, on regarde si ça marche ou pas, mais cette théorie, elle est toujours que provisoirement vraie. Elle l'est provisoirement, et en fait, Einstein, c'est pas simplement la continuité de Newton, au contraire, il y a des ruptures, l'histoire des sciences, elle est faite de ruptures, c'est pas un modèle qui se perfectionne. Parce que si on a l'idée en tête que l'histoire des sciences, c'est une histoire continue, etc., ce que le scientifique apprend dans ses manuels, hein, mais ça, c'est les thèses de Kuhn qui sont remarquables et qui disent que d'une certaine manière, le scientifique, c'est ça qui est fou, hein, je veux dire, il renverse complètement l'affaire, et les physiciens. Le scientifique, pour pouvoir être performant, il doit être dogmatique. C'est-à-dire que le scientifique, il doit être éduqué de manière dogmatique, autrement il se fait philosophe. Je vois que monsieur n'est pas d'accord, mais donc on va pouvoir redébattre. J'ai dit que c'était la thèse de Kuhn, hein, pas la mienne. Hein. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est l'histoire des sciences, voilà, c'est pas quelque chose de continu, c'est des luttes, c'est des moments de rupture, c'est des controverses, c'est ceci, c'est cela. Et par conséquent, en fait, quand on y regarde de près, il y a tout un tas de modèles très différents qui ont existé et qui permettaient qui avaient chaque fois des effets de réel, qui permettaient de construire des choses effectives, qui permettaient de... Bon, voilà, donc ce truc-là, je trouve ça justement assez passionnant, moi. L'idée que on a un modèle qui ne colle pas à la réalité, mais qui en même temps a un impact sur cette réalité. C'est un truc incroyable. Mais... Deux dernières questions. 3 temps. Ah, je suis désolé, j'ai parlé longtemps, je pense savoir. Voilà. Adrien, peut-être c'est que ça m'a une fois pensé les rapports entre existentialisme et idéalisme philosophique. Vraiment, ils n'ont pas l'air très très éloignés. En réalité, l'existentialisme de Camus, en tout cas, et l'idéalisme philosophique, ce qui expliquerait d'ailleurs cette obsession irrationnelle, les deux, non? Oui, alors je pense que le truc, c'est que l'idéalisme en philosophie, c'est l'idée que la conscience suffirait à expliquer d'une certaine manière les choses qui nous entourent. Et de ce point de vue-là, effectivement, à mon avis, Camus n'est pas idéaliste, ou en tout cas, il n'est pas absolument idéaliste. Pourquoi? J'ai pas développé ce point-là.
et c'est pas plus mal parce que ça m'aurait pris vraiment, je pense, 15 pages en plus. Mais l'idée, c'est que Camus, qu'est-ce qu'il dit à un moment? Il dit, confronté à l'absurde, l'homme ne choisit pas la voie qu'il va suivre. Ça veut dire, l'homme ne choisit pas d'être philosophe ou d'être croyant. C'est un consentement, mais ce consentement, il a quelque chose de tout à fait particulier. Et là aussi, à mon avis, il va choper ce truc-là chez Nietzsche, mais pas seulement chez Nietzsche. Mais... et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, c'est les passions qui décident pour lui. Ça veut dire que c'est ce qu'il a dans le ventre, en fait. C'est l'émotion qu'il vit à ce moment-là qui va le pousser dans une voie ou dans une autre. C'est ça l'idée. Donc, en ce sens-là, à mon avis, Camus, non, n'est pas absolument idéaliste. Après, sur les questions d'existentialisme, etc., de nouveau, je suis un peu désolé. Quand je disais je ne suis pas spécialiste de Camus, c'est vrai, et encore moins des existentialistes. Mais tant mieux si ça amène à, d'une certaine façon, à faire sauter, ou en tout cas à déplacer les oppositions classiques qu'on peut faire si c'est Camus-Sartre que tu as en tête. Là, je pense qu'effectivement, ces oppositions-là, en tout cas aussi tranchées que dans Michel Onfray, elles sont nocives pour la philosophie. Elles sont nocives parce qu'un des plus beaux textes qui a été écrit sur Camus, c'est celui de Sartre à sa mort, en fait. Donc voilà, je pense que là, et que par ailleurs, Camus et Sartre, là on peut rebondir là-dessus, oui, ils ont vraiment des problèmes communs. Des vrais problèmes qui pensent. Et quand Sartre dit, bah voilà, Camus était un ami, on s'est brouillé, ça ne veut pas dire qu'on n'était plus amis. On était amis d'une autre façon en même temps. Je lisais un livre, je me demandais, tiens, qu'est-ce qu'il dirait lui? Comment il le pense, lui? Et même si je ne suis pas d'accord, c'était un moteur. Ça me faisait bouger, ça me faisait penser, ça me faisait ceci, ça me faisait cela. Et sur tout un tas de questions de l'époque, évidemment que les deux, ils sont en dialogue, même s'ils ne se parlent plus. Je pense par exemple à la question du terrorisme, ou d'une certaine façon, le truc qui se pose chez Camus, qui est un truc... Oui, sur la question du terrorisme, en tout cas, etc., là, oui, il y a vraiment à la fois des points de tension et en même temps des points communs. Je pense qu'il faut le dire les deux ensemble et pas les opposer. Il n'y en a pas un qui a raison, il n'y en a pas un qui a tort. Enfin, je veux dire, il y a des problèmes qui sont posés et le truc, c'est que chacun construit sa position en tenant compte de celle de l'autre. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux répondre sur la question du terrorisme. Je connais très mal les textes de Camus là-dessus, mais je sais que voilà, le problème qu'a Camus, c'est cette espèce de décalage d'une certaine manière en deux plans, et c'est le problème qu'il y a dans l'homme révolté, ce qui fait que ça ne plaît pas des masses, à toute une série de gens. C'est ici Camus nous dit l'homme est fondamentalement innocent. Et c'est pour ça que je disais, cette innocence-là, d'un point de vue métaphysique, dans le mythe de Sisyphe, c'est intéressant, on peut la penser, ça se conçoit. Après, cette innocence, quand on est face à des gens qui font péter des bombes, qui font ceci, qui font cela, là ça devient très compliqué. Et pas seulement au sens où il faudrait juger ces gens qui font sauter des trains, n'importe quoi, au sens où même, la question que va se poser Camus à un moment, c'est quand même les moyens de la lutte politique. Et ça, c'est une vraie question. Et je pense, par exemple, il y a des beaux textes là-dessus, ceux de Camus, je ne les connais pas, mais ceux de Mario Moretti, qui a été le deuxième chef des Brigades Rouges, en fait, je ne sais plus de combien à combien, je pense que c'est de 74 à 80, ou de 76 à 82, bon, peu importe. La thèse de Moretti, je pense que le problème que pose Moretti dans son bouquin de témoignages, qui est intéressant parce que c'est un des rares bouquins de témoignages d'anciens brigadistes qui n'est pas repenti, donc il ne relie pas tout son truc en le moralisant, etc. Ça ne veut pas dire qu'il dit c'est très joli ce que j'ai fait, ça veut simplement dire qu'il dit qu'il y avait un vrai problème à l'époque. Et qu'est-ce qu'il dit Moretti? Et à mon avis, c'est le problème de Camus dans L'homme révolté. Moretti, il dit voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a l'armée nazie j'ai l'air de partir dans complètement autre chose, pas du tout. Je pense que le problème de l'homme révolté, c'est celui-là, c'est le problème de l'innocence et le problème des moyens de la lutte politique. Est-ce qu'on tue ou pas, par exemple, ça a l'air bête, mais... Et donc Moretti, qu'est-ce qu'il nous dit? À mon avis, c'est une question camusienne, celle-là. Moretti, il nous dit, voilà, on est en 40, bon, et j'ai l'armée nazie qui est chez moi. Bon. Le soldat que j'ai en face de moi, il s'appelle Fritz. Bon. Il a 5 gosses, il a envie de tout, sauf d'être ici en train d'occuper mon truc. De ce point de vue-là, foutre une balle dans la tête de Fritz, c'est compliqué. Mais en même temps, Fritz, il n'est pas seulement Fritz, il a un casque, donc il a un uniforme. Donc Fritz, c'est aussi le représentant de l'armée nazie, c'est aussi celui grâce auquel l'armée nazie peut s'installer. Donc si je tape pas une balle dans la tête de Fritz, les nazis dans ce cas-là, ils restent chez moi. Voilà un problème. Et le problème de l'homme révolté, à mon avis, et le problème de tout un tas de romans de Camus, c'est celui-là. C'est de dire, il y a Fritz, mais en même temps, Fritz, il n'est jamais seulement Fritz. Il est aussi soldat de l'armée nazie, et si je tire pas une balle dans la tête de Fritz, l'armée nazie, elle reste chez moi.
C'est un vrai souci, ça. Et le problème dans les Camus qui viennent après le mythe de Sisyphe, c'est celui-là, je pense. C'est mettre à l'épreuve sa conception de l'innocence, mettre à l'épreuve, oui, cette conception de l'innocence avec la lutte politique, comment on fait. Et sa mauvaise tendance, c'est peut-être justement d'essayer de moraliser. Mais je ne sais pas encore, j'aimerais bien bosser là-dessus, mais il faudrait que j'ai le temps. On a encore 2 questions, on va les prendre, mais rapidement, hein, parce que le temps avance et on approche des 10 heures. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, hein, par ailleurs, j'espère que plus ou moins, j'ai fait comme j'ai pu, en breton. Moi, j'ai pas eu l'impression. Merci Serge. Je crois que c'était plutôt la question de l'homme confronté à la finitude, qui fait l'absurde et qui est lui-même conçu comme un homme abstrait. C'est ça le rapport entre, c'est ça, hein, l'existentialisme camusien et idéalisme. Mais ça sera pour le débat après. Ou après. Oui, non, mais la première question de Claude qui demandait où était le scientifique dans la théorie de Camus, il me semble que la raison pour laquelle il n'en tient pas compte, c'est parce qu'il ne s'intéresse pas à la science et que c'est un littéraire, que c'est un écrivain d'abord. À partir de, et tu l'as souligné d'ailleurs à plusieurs reprises, quand tu disais que les phrases étaient belles, expliquaient des filles, etc. Pour moi, Camus, c'est vraiment un romancier, c'est un novelliste, c'est un homme de lettres. Et donc, je me pose des questions maintenant sur ta méthode d'analyse, en fait. Est-ce qu'on peut ne travailler que sur cet essai pour cerner la pensée de Camus? Est-ce qu'il ne faut pas absolument mettre ça en relation avec les textes de fiction qui disent beaucoup plus que l'essai? Mais alors là, justement, c'est une question que j'avais envie d'avoir aussi, donc ça me fait plaisir aussi. En 2 minutes? Ouf! 2,5, ça va. Là, ça peut marcher. Donc, le truc, c'est qu'il y a 2 façons de lire les auteurs, et donc, il y a une lecture, en fait, suivante, ce qu'on appelle l'ordre des raisons. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, c'est celle d'Onfray qui commence, et je n'ai pas dit que tu étais comme Onfray, c'est pas ça que je veux dire, rassure-toi, puisque tu sais pas que je ne l'aime pas. Mais le truc, c'est une lecture suivant l'ordre des raisons, où on se dit, tiens, pour pouvoir dire ce que dit Camus, il faut lire tout Camus. Ou on part, ça peut se lire, hein, par ailleurs, il y a des gens qui le font, bon, où on part d'un autre point de vue qui est de dire, et c'est vrai que moi je lis Camus à partir de Nietzsche, hein, en fait, ça veut dire on se raccroche à ce qu'on peut, on a sa formation, moi j'ai beaucoup travaillé Nietzsche avant, donc c'est par ce bout-là que je le prends d'une certaine façon. Je crois que ça fonctionne assez bien dans le mythe, parce que c'est quand même un des plus cités avec Heidegger et Kierkegaard. Bon. Mais, et donc, par ce biais-là, qu'est-ce que je me dis? Moi, je me dis, bah tiens, un homme, c'est toujours plus, en fait, que ce qu'il croit. Ça veut dire qu'un écrivain, c'est toujours plus que ce que ça n'a l'air. Ça veut dire que je ne suis pas persuadé qu'on peut lire suivant l'ordre des raisons. On peut aussi se dire que un homme, ça change. C'est beaucoup de voix en lui qui s'expriment. Et je pense que le mythe, de ce point de vue-là, c'est un ouvrage singulier, et c'est pour ça, je pense, que j'ai pu travailler le mythe sans me dire que je faisais du tort à Camus. Parce que, d'une certaine façon, le mythe, il occupe dans la pensée camusienne une place tout à fait spécifique, puisque, justement, déjà, c'est un ouvrage de métaphysique. Il ne pose pas le problème de l'innocence, il ne le pose pas, par exemple, comme dans L'Homme révolté. Il ne le pose pas comme dans différentes pièces, je pense, à la chute des justes, etc. Bon. Donc, à la fois, oui, ça peut faire violence à Camus du point de vue de l'ordre des raisons, et j'ai envie de dire, à la fois non, au sens où, à mon avis, il y a quand même cette lecture-ci chez Camus aussi. Je ne sais pas si je réponds bien, c'est parce que je fatigue un peu. Je suis désolé. Mais... Vous aurez l'occasion d'en reparler. Peut-être dernière question, rapidement, c'est possible, et une réponse tout aussi rapide. Disons que... Vous en parlerez après. C'est difficile quand on ne répondit pas, parce que d'habitude, voilà, répondre une question sur le vif, c'est super dur. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à parler comme ça sans avoir réfléchi. Donc c'est pour ça que je préférerais avoir des échanges, mais vu que le temps nous manque... C'est possible. J'avais envie de rebondir un peu sur la question précédente, parce que c'est vrai évidemment qu'il y a toutes les thèses en épistémologie qu'on peut enseigner, qu'on peut enchaîner. Moi j'ai toujours été frappé par l'idée quand même que
nier complètement le rapport de l'élaboration scientifique dans les sciences dures avec le réel, moi ça me paraît quand même difficilement tenable. Et donc, ça ne veut pas dire pour autant que je mets en cause l'idée éventuellement que les modèles qu'on construit sont partiels ou des choses de ce genre-là. Mais je dirais, il reste donc pour moi, donc par exemple, la critique précise que je voulais faire, c'est à propos de la notion d'incommensurabilité entre les différents paradigmes chez Kuhn. En réalité, je dis à la fois oui et non. Oui, au niveau des prémices des théories. C'est-à-dire que si on prend par exemple la gravitation chez Newton ou la relativité générale chez Einstein, c'est clair que les prémices sont, Kuhn a raison, incompatibles. D'un côté, on travaille dans un espace qui est un espace au sens où tout le monde l'a toujours cru, enfin, euclidien, déformable, tout ce qu'on veut, en quelque sorte prédonné à l'existence de la matière, qui préexiste, et de l'autre côté, au contraire, les deux vont ensemble, et donc il y a une conception de l'espace-temps qui est radicalement différente, donc les prémices sont différentes. Ok. Par contre, si on regarde vraiment les résultats scientifiques, là c'est pas du tout incompatible, et tout le monde peut voir qu'en fait, la théorie newtonienne, c'est une limite de validité de la relativité générale. Donc, en ce sens-là, c'est certainement pas incompatible. Alors, je trouve que, dans la manière dont Kuhn le présente, il met tout l'accent sur les prémices, mais il ne discute pratiquement pas les théories élaborées. Alors, je pense, donc l'autre point que je voulais soulever dans le même domaine, c'est effectivement modèle ou pas modèle. Là, il y a un vrai clivage, je crois, de type philosophique, parmi les physiciens. Et je dirais, à la grosse louche, hein, pour y aller comme ça, c'est entre ceux qui croient possible de construire une théorie du tout et ceux qui croient que ce n'est pas possible. Alors moi, clairement, je suis d'accord de dire que c'est une prise de position philosophique. Et en effet, je suis plutôt méfiant à l'égard de la prétention qu'on pourrait faire une théorie du tout, en pensant en particulier à quelques exemples historiques. 2 fois déjà dans l'histoire des sciences, les physiciens ont cru qu'ils y étaient. Hein. Une fois après Newton, avec la gravitation, ils croyaient que tout, mais donc tous les phénomènes auxquels on était confrontés, en fin de compte, se ramenaient à des phénomènes de gravitation. Juste un peu après, on a quand même trouvé qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'électromagnétisme, mais qui n'était pas tout à fait de la même nature. Et la deuxième fois, c'est à la fin du 19e, où aussi, avec précisément le succès de l'électromagnétisme, on croyait aussi qu'on y était à peu près. Et chaque fois, ça a été patatras, et on a découvert des éléments de la réalité qui étaient tout à fait différents. Donc en ce sens-là, moi je suis très réservé à l'idée de la théorie du tout. Donc ça veut effectivement dire que je pense que nos théories n'épuisent pas la réalité du monde et que sont des théories partielles. Mais dans mon esprit, ça n'est pas équivalent à dire on n'a pas accès à la réalité. On n'épuise pas, c'est pas la même chose que de dire qu'on n'y a pas accès. On saisit en fait quelque chose de la... Oui, on peut... Ça c'est... Oui, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'entendais aussi, parce que c'est le truc de Deleuze aussi, mais en fait là, il faudrait que je fasse un cours sur Kuhn, ou qu'on fasse un truc à nous deux, où on présente. Ouais, ça pourrait être sympa, mais on s'amuserait bien, j'en suis sûr. Mais le truc, c'est dire qu'effectivement, oui, on saisit des forces, mais d'une certaine manière, on ne saisit pas, à mon avis, ces forces-là comment dire ça, telles qu'elles sont, indépendamment de nous. Ça veut dire qu'elles sont toujours vues à travers un prisme, à savoir le nôtre, à savoir un prisme théorique, etc., qui les mettent toujours déjà en forme. Je ne sais pas si je réponds comme il faut, moi. C'est ce truc-là, c'est dire, oui, on touche à quelque chose, mais à partir du moment où on y touche, on le forme. C'est ça l'idée. On lui a déjà donné une forme. C'est-à-dire que ce qui semble être la réalité pour nous, du point de vue du Goéland, je ne suis pas persuadé que ça tienne, pour le dire un peu platement. Y en a. C'est ça l'idée, c'est de dire oui, on saisit quelque chose de cette réalité, mais en le saisissant, on la transforme toujours déjà. Je ne sais pas si ça te convient mieux. Une thèse matérialiste qui me convient. Voilà. Donc, on finit sur une bonne note. Voilà. On va peut-être s'arrêter là parce que je vois qu'il est 10h et on a pris le parti de libérer la salle à 10h en remerciant Damien, sa verve et surtout pour la réponse aux questions. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais encore laisser la parole 1 minute
à Jacques Teghem, qui, dans l'association belge des athées, a vraiment été la cheville ouvrière de ce cycle athéisme et philosophie. Très rapidement, ceci est donc la dernière conférence de ce cycle. Tu peux y faire. Ce cycle a été répété 3 fois, donc la dernière des 9 conférences. On est particulièrement heureux, quand je dis on, l'association belge athée, d'avoir eu cette idée de répéter ce cycle. Par votre présence, vous avez montré qu'il y en a plus nombreuses qu'à Liège et qu'à Lausanne. Vous avez montré que ça valait le coup de décentraliser par rapport à la capitale. Je voudrais doublement remercier pour terminer Damien Darcy, au même titre que les 2 autres, d'abord d'avoir accepté de répéter 2-3 fois sa conférence à Paris. Mais aussi parce que nous avions eu, comme je l'ai dit il y a 15 jours, tout de suite l'accord de M. de Corbitaine de parler de Sartre. Et alors entre nous, on s'est dit, oh, si on parle de Sartre, ce serait bien de parler de Camus. Et ce n'était pas toujours évident de trouver un orateur pour parler de Camus, et Damien Darcy a accepté de faire l'effort, puisqu'il nous a dit au départ, je ne suis pas spécialiste de Camus, de faire l'effort de préparer cette conférence. Donc voilà la double raison de le remercier. Et comme aux autres conférenciers, Abba, pour le remercier, offre un bon d'achat à Ciencia, ici, de livres. Voilà, grand merci Damien. Et bonsoir, quand j'ai dit que c'était fini, il y aura, si tout va bien, dans quelques semaines, les vidéos sur notre site, et nous l'espérons, d'ici 2-3 mois, peut-être un petit livre avec le texte des 3 conférences.